Donc du coup, la thématique de cette année, c'est autour des mobilisations étudiantes et de la formation des ingénieurs. Donc une thématique qu'on traite quand même depuis une vingtaine d'années aujourd'hui à Ingénieurs sans frontières, qui s'est formalisé dans un programme qui a maintenant 9 ans, et autour aussi d'intervenants qui sont présents aujourd'hui à nos côtés, Antoine et Christelle. Je vous laisserai vous présenter, vous le ferez sûrement beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, donc moi je suis Antoine Dorway, je connais relativement bien ISF parce que j'ai fait ma thèse en collaboration avec ISF dans le cadre d'un projet financé par la région Île-de-France. Je l'ai commencé ma thèse il y a quelques années, c'était en 2009. J'ai réussi enfin, après de longues années de travail en dehors de ma thèse, à la soutenir il y a 2 mois maintenant. Donc elle a été écrite depuis assez longtemps, mais j'avais pas forcément le temps de passer la soutenance. Aujourd'hui, j'avais prévu, en accord avec Arnaud, de faire une intervention relativement courte pour plusieurs raisons différentes. La première raison, c'est que j'ai parlé ces dernières années un nombre de fois assez important à ISF et j'avais un peu l'impression qu'on m'avait trop entendu. La petite particularité que j'avais négligée, c'était à quel point ISF se renouvelait très fortement, et je pense que dans l'ensemble de la salle, je dois connaître peut-être une personne. Donc bon, je vais faire court, et de toute façon l'idée c'était surtout de laisser beaucoup de place aux questions et aux débats après, parce que je considère qu'en gros vous asséner 2 heures sur l'histoire des formations d'ingénieurs serait... Bah non, justement. Ça aurait pas beaucoup de sens, et qu'il vaut mieux laisser plus de place au débat, aux discussions, et puis à partir de vos questions vous donner des éclairages un petit peu plus précis sur mon travail. Par conséquent, moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est plutôt de vous présenter la manière dont j'avais travaillé, la démarche qui avait été la mienne, et les questions générales en fait qui pouvaient se poser à partir de cette recherche, les questions qui avaient été les miennes, et ça vous donnera peut-être des idées ensuite pour revenir sur des choses un peu plus précises, soit des périodes, soit des écoles. Pour revenir en quelques mots sur mon travail, ce travail il a commencé donc en 2009. Il faisait suite à 2 réflexions au sein d'Ingénieurs sans frontières. La première, c'était toute une partie de la réflexion sur l'ingénieur citoyen, qui est une réflexion qui a commencé au début des années 2000, qui a pris de plus en plus de place jusqu'à devenir un des axes fédérateurs de ISF. Et puis un deuxième programme qui s'appelait Transformons nos formations, qui est né plutôt dans la galaxie d'un groupe qui s'appelait le groupe Énergie à cette époque-là, et qui lui était plus directement destiné à agir sur les formations, particulièrement sur les formations dans l'énergie, notamment sur le nucléaire. Ces deux programmes-là ont donné suite. Enfin, la suite a été le premier projet Former l'ingénieur citoyen, dans lequel j'ai fait ma thèse. L'idée initiale de mon travail de thèse, c'était assez simple, c'était de réfléchir à la place et au rôle des sciences humaines et sociales dans les formations d'ingénieurs, en lien avec l'objectif d'ISF de former des ingénieurs citoyens. Ce point de départ, il appelle plusieurs questionnements qui en fait sont assez fondateurs de moi, de mon travail, et je pense de réflexions qui peuvent être intéressantes à garder en tête quand on se pose la question de l'ingénieur citoyen. La première question, c'est tout simplement de savoir ce que signifie de former un ingénieur citoyen. Moi, dans ma posture, l'idée, c'était pas de définir ce qu'un ingénieur citoyen devait être, ça je considère que c'est pas mon rôle de chercheur, ni même de définir sa formation, ça c'est encore moins mon rôle de chercheur, mais plutôt de poser la question de savoir pourquoi l'ingénieur devrait être plus qu'un autre un citoyen. Si je pose cette question-là, c'est que quand on regarde les différentes professions, quand on regarde les différents métiers, assez peu finalement de groupes constitués ont cette revendication d'être citoyen, ou d'accoler leur nom de profession à la question de la citoyenneté. On entend assez peu parler d'enseignants citoyens, alors qu'a priori c'est un rôle qui pourrait aller de soi. On entend par exemple assez peu parler de médecins citoyens, même s'il y a des réflexions sur l'éthique qui émergent dans cette profession depuis très longtemps. Donc voilà, c'était une partie du premier questionnement, c'est que veut dire de la profession cette revendication d'une citoyenneté particulière. La deuxième, qui est là un corollaire, mais particulièrement en France, c'est pourquoi on accole quasi systématiquement la question de l'ingénieur citoyen avec la question des sciences humaines et sociales. Pour moi, c'est quelque chose qui va
absolument pas de soi, parce que si en tant que sociologue, j'ai tendance à penser qu'effectivement ce sont des disciplines qui peuvent porter une forme de critique sociale, c'est pas le cas de l'ensemble de la sociologie, c'est pas le cas de l'ensemble des sciences humaines et sociales, et il y a un certain nombre de ces savoirs qui sont aussi ce qu'on qualifie de sciences de gouvernement, c'est-à-dire des savoirs qui sont plutôt normatifs et prescriptifs. Donc l'idée est aussi de questionner cet accolement de l'ingénieur citoyen de la formation de l'ingénieur citoyen avec les sciences humaines et sociales au sens très très large. Et puis l'autre questionnement qui se posait quand moi j'ai commencé mon travail, c'est que je venais d'une formation universitaire en sciences sociales, donc avec une conception des sciences sociales qui était propre à mon université, enfin propre à mon cursus. Et ce que je voyais étant étiqueté, étant qualifié de sciences humaines et sociales dans les formations d'ingénieurs, n'avait pas grand-chose à voir avec ce que moi j'en connaissais. Donc il y avait deux manières de faire par rapport à ça. C'était une manière assez peu réflexive de dire si ce que je connais pas, si ce que je connais n'est pas dans les écoles d'ingénieurs, c'est qu'il n'y en a pas. Et puis il y avait la deuxième manière qui, à mon sens, était plus logique en tant que chercheur, qui était de dire, certes, je ne connais pas ça, mais on va essayer de comprendre comment ça s'est forgé, pourquoi ces savoirs sont là dans ces écoles, comment ça se fait qu'il y en a autant. Pour vous donner une idée, moi, parmi les différents terrain que j'avais, il y avait l'école centrale dans lequel, en cursus donc de première année de l'école, donc de troisième année d'enseignement supérieur, il y avait un volume horaire consacré au SHS qui était plus important que le volume que moi je consacrais au SHS dans ma formation à l'université. Il y avait une trentaine d'heures par semaine, moi j'ai rarement eu plus de 15 heures de sociologie par semaine, donc il y avait là quelque chose d'assez intéressant à étudier aussi. Centrale Paris, je précise, effectivement. Alors, on reviendra après sur la question des écoles si vous le voulez dans le débat. Là, je ne vais absolument pas parler des institutions et vous comprendrez sans doute pourquoi dans mon intervention. L'une des réflexions qui a aussi porté mon travail, c'était d'essayer de comprendre pour quelles raisons, alors que si on regardait ce qui se passait dans les écoles, on avait la sensation qu'il y avait des volumes d'enseignement assez conséquents consacrés à ces formations-là. Pour quelles raisons, finalement, le débat revenait en permanence sur un manque supposé dans les formations, sur des carences supposées, sur une formation citoyenne qui n'existerait pas. Alors soit ça correspondait à un réel manque, mais c'était intéressant de l'étudier, soit ça correspondait à un autre registre de discours. L'autre chose qui, moi, me semblait intéressante, c'est que finalement, derrière le registre de l'ingénieur citoyen, ou derrière plus largement la question de la volonté de changer les formations en introduisant plus de sciences humaines et sociales, se retrouvaient des gens qui finalement étaient très différents à la fois dans leurs options et leurs orientations idéologiques, parfois même dans leur position sociale, dans la division sociale du travail. On a par exemple des gens du MEDEF qui ont fait un certain nombre de rapports et de tribunes pour déplorer le manque de connaissances des ingénieurs en sciences humaines et sociales, là aussi au sens large, sans forcément chercher une vision très utilitariste, mais plutôt en défendant une idée de la culture générale. Et on avait aussi des groupements d'ingénieurs plus constitués qui, eux, défendaient exactement les mêmes positions. Et on avait aussi, ce qui là apparaît plutôt dans les années 90-2000, des enseignants qui, eux, étaient dans les écoles et qui pourtant défendaient l'idée qu'il n'y avait pas assez de ces enseignements là dans les écoles. Donc, pour comprendre tout ça, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire l'inverse et de remonter un petit peu le fil de ces formations, le fil de ces débats. Et en remontant finalement dans le temps, je me suis rendu compte qu'on pouvait quasiment revenir à la fondation des écoles, c'est-à-dire des écoles sous leur forme constituée telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc à la fin du 18e, début du 19e. Bon, je vous rassure, j'ai pas fait une étude du début du 19e jusqu'à aujourd'hui, ce que ce serait un petit peu long. Donc j'ai choisi une période un petit peu différente, qui est la sortie de la Première Guerre mondiale, qui pour les formations d'ingénieurs en France, mais d'une manière générale en Europe, voire même dans le monde occidental au sens très large, ce qui va sortir de la Première Guerre mondiale, c'est le système de formation tel qu'on le connaît aujourd'hui. À la fois dans ces institutions, par exemple en France la création de la commission des titres, mais aussi dans les formes de hiérarchisation qui existent encore aujourd'hui, qui ont la particularité en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays, d'être une hiérarchie implicite, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur des différences et des segmentations institutionnelles. Tous les ingénieurs diplômés ont le même diplôme.
pour autant sur le marché du travail, comme on va dire symboliquement, tous les diplômes d'ingénieurs n'ont pas forcément la même valeur. Et ce principe-là est réellement pas forgé dans l'entre-deux-guerres, mais il va prendre réellement une institutionnalisation par tout un ensemble d'organisations et de déplacements d'écoles. Donc, pour revenir sur cette période de l'entre-deux-guerres, elle est aussi intéressante pour une autre raison, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il va y avoir deux choses qui étaient en germe dans les années précédentes et qui vont vraiment éclater pendant la Première Guerre mondiale. C'est la transformation assez profonde des sciences et de leur usage tant dans l'industrie que dans l'industrie de l'armement, en l'occurrence, avec l'existence, l'apparition de nouvelles sciences qui sont des sciences, on va dire, purement ingénieriales, la chimie et l'électricité, des sciences qui deviennent des sciences d'ingénieurs. Ça, c'est le premier pan. Puis aussi un deuxième pan là, sur les pratiques professionnelles des ingénieurs, où l'évolution de l'industrie et l'apparition de plus grosses industries vont aussi s'accompagner de nouveaux types d'organisation du travail, avec ce qu'on connaît aujourd'hui sous le terme de taylorisme ou de fordisme. Et là, ça va être tout un ensemble de personnes qui vont se retrouver dans les entreprises pour organiser le travail. Et ces personnes, généralement, sont ingénieurs et vont s'appuyer sur des savoirs ingénieriaux pour mettre en place ces formes d'organisation dites rationalisées. L'entre-deux-guerres, c'est aussi pour les syndicats d'ingénieurs existants une période de très très forte mobilisation autour ou derrière une bannière et un mot d'ordre assez flou, assez indistinct, qui s'appelle le rôle social de l'ingénieur. Ce rôle social de l'ingénieur, il a principal intérêt pour les syndicats d'ingénieurs de regrouper à peu près tous ceux qui espèrent voir l'ingénieur jouer un nouveau rôle dans la société. Pour autant, il est assez difficile de le définir, puisque finalement, quand on regarde les différentes sensibilités syndicales et politiques du champ des ingénieurs à cette époque-là, énormément vont se mettre derrière ce mot d'ordre du rôle social de l'ingénieur, mais ils vont le définir de manière très très différente. La logique générale du rôle social de l'ingénieur, telle qu'elle a été définie par l'Union sociale des ingénieurs catholiques, qui est le principal syndicat d'ingénieurs à cette époque-là, c'est de dire que l'ingénieur est placé à une position d'intermédiaire entre les classes, puisqu'il n'est ni totalement salarié, ni ouvrier, ni patron, et ça lui donne une position particulière dans la division sociale du travail, et que ses savoirs et sa rationalité scientifique lui permettent d'avoir une action neutre et apolitique. Ces deux logiques-là vont légitimer la revendication des syndicats d'ingénieurs de l'époque, de voir les ingénieurs jouer un nouveau rôle dans la société, jouer un nouveau rôle dans l'organisation des usines. Pour autant, et c'est pas forcément très paradoxal à cette époque-là parce que les formations sont en pleine transformation, l'idée que les ingénieurs devraient jouer un nouveau rôle social ne va pas forcément s'accompagner de la conceptualisation d'une formation sociale en tant que telle. Durant l'entre-deux-guerres, la formation sociale, en réalité, c'est la formation syndicale. Et on considère que tout ce qui est de l'ordre du militantisme et de la responsabilité sociale des ingénieurs, c'est aux syndicats de le transmettre aux ingénieurs. Le glissement vers les formations initiales va se faire en réalité au tout début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'instauration du régime de Vichy, qui va avoir en gros un intérêt pour les ingénieurs et pour les syndicats d'ingénieurs de l'époque d'ouvrir le champ politique. Je m'explique, le régime de Vichy va, quand il va s'instaurer, s'appuyer sur une nouvelle catégorie d'agents techniques, les techniciens, en leur offrant des positions qu'ils avaient toujours revendiquées mais qu'ils n'avaient jamais réellement eues. Et la logique de Vichy de transmettre notamment aux ingénieurs des nouvelles positions sociales s'appuie principalement sur l'idée de sortir de ce que Vichy considérait comme la faillite de la Troisième République, c'est-à-dire le parlementarisme et les débats politiques. En gros, pour schématiser, l'idée sous-jacente qu'il y a derrière, c'est de dire si la France est dans cet état, c'est parce que les politiques ne savent pas gérer, donc remettons le pouvoir à des ingénieurs. Eux, ils sont neutres parce qu'ils connaissent juste les sciences et techniques et donc ils sortiront de la politique. Et cette période-là est pour les ingénieurs une période de réelle ouverture. La deuxième chose qui s'ouvre aussi à cette période-là, c'est que Vichy va mettre en réforme tout le système d'enseignement pour le faire correspondre à ses idéaux. Et il va y avoir dans les formations d'ingénieurs
un espace d'ouverture pour faire rentrer des formations sociales. Ces formations sociales, très rapidement, en réalité, sont des formations à l'ordre moral telles que le souhaite Vichy, mais il y a quand même un espace d'ouverture qui va permettre les premières conceptualisations de ce qui s'appelle la formation sociale de l'ingénieur à cette époque-là. Cette formation sociale de l'ingénieur, elle est formulée notamment par l'Union sociale des ingénieurs catholiques dont je parlais tout à l'heure, autour de 3 principes qui sont la culture générale, en gros la connaissance des autres, donc la culture générale, la connaissance de soi, des techniques notamment de psychologie, et la connaissance de techniques sociales. De manière assez amusante, ce triptyque-là, en fait, il va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez le temps de lire les référentiels de la CTI, en réalité, on retrouve des logiques relativement similaires dans la manière de défendre les sciences humaines et sociales. Ça ne veut en aucun cas dire que la CTI s'inspire directement de Vichy. Ça, c'est absolument, ce sera faire un contresens total. Ça ne veut pas non plus dire d'ailleurs que Vichy a eu une quelconque influence sur ce qui se passe au sortir de la guerre. En réalité, le triptyque de Lusick tel qu'il a été formulé, je pense que je dois être l'un des seuls à l'avoir lu une fois la sortie de guerre passée. Pour autant, il y a des continuités, et ces continuités s'expliquent principalement par une chose, c'est que le triptyque de Lusick qui est formulé sous Vichy est en fait un décalque sur la formation de ce qu'on conçoit comme étant un ingénieur. Et si ça va perdurer aussi fortement, c'est que la conception qu'a Lusick du rôle social de l'ingénieur, ça va être la conception qui va primer à partir des années 50 jusqu'à aujourd'hui, qui est en réalité ce qu'on appelle en France le cadre. À partir des années 50, il y a une nouvelle catégorie sociale qui va être élaborée, qui va être défendue, qui va être revendiquée en France particulièrement. C'est la catégorie sociale des cadres. Le cadre en France a une particularité, c'est qu'il n'est pas directement lié aux fonctions d'encadrement. Il y a des cadres qui encadrent, mais en réalité, il y a près de la moitié des cadres qui n'ont absolument aucune tâche d'encadrement, mais qui ont un statut cadre. Et ce statut cadre, il n'est pas neutre, c'est pas juste un statut sur la fiche de paye, c'est pas juste la cotisation à des régimes de retraite particuliers, c'est aussi la défense d'une conception particulière du travail, de leur position sociale. Ça va aussi jusqu'aux pratiques culturelles. Pour vous donner une idée de ce pourquoi je dis ça, dans les années 50-60 se crée tout un ensemble d'institutions, dont une fédération nationale des achats de cadres, qui est en fait un groupement coopératif pour acheter des produits culturels qui seraient spécifiques aux cadres, et dont le sigle, la FNAC, existe toujours, a été racheté, privatisé, mais la FNAC a été créée, conçue comme une manière pour les cadres d'avoir accès à des pratiques culturelles de cadres. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, à cette époque-là, tous les syndicats d'ingénieurs vont progressivement disparaître et se dissoudre dans des syndicats de cadres qui, eux, vont défendre tout un ensemble de nouveaux savoirs, les savoirs socio-économiques, qui sont en réalité des savoirs de cadre. Ces savoirs, d'abord, ils vont transiter dans des formations continues par des centres de perfectionnement, puis progressivement, ils vont être introduits dans les écoles d'ingénieurs qui vont devenir réellement, et c'est une revendication des directeurs de l'époque, des écoles de cadres. Ces savoirs, ils ont une double particularité, et c'est en ça qu'ils correspondent vraiment à l'idée que l'ingénieur doit jouer un rôle social. Ils ont une particularité, c'est qu'ils sont à la fois des savoirs de gestion, des savoirs très techniques, de technique sociale, une défense de la culture générale des ingénieurs, et ensuite une défense d'un apprentissage du futur métier d'ingénieur. Donc là, vous retrouvez à peu près les 3 pôles que je définissais tout à l'heure dans le triptyque qui avait été mis en place. En réalité, on le retrouve ensuite au fur et à mesure de l'histoire de cette manière-là. L'idée, quand on regarde cette période-là, c'est que le système productif, à partir de la sortie de guerre, se transforme assez profondément en France, avec une très grosse concentration du capital et une très grosse concentration des entreprises. Donc toute une partie des petits patrons qui existaient et qui étaient ingénieurs dans les années 30 vont en fait se retrouver salariés. Et les savoirs de cadre, les savoirs de gestion et de management vont être là aussi pour faire accepter aux ingénieurs l'idée qu'ils ne seront entre guillemets que des salariés. Mais la défense et le travail des syndicats de cadres va être de dire oui, nous sommes des salariés, mais nous ne sommes pas tout à fait comme les autres. Et donc les syndicats de cadres en France vont se construire sur l'idée d'un syndicat différentialiste, avec une distinction qui va venir notamment par une formation particulière dans les formations d'ingénieurs et dans les écoles de commerce.
Ça va se concrétiser au niveau des formations d'ingénieurs par des premières réformes. Il y a à la fin des années 50 deux réformes qui sont symboliques et généralement citées en exemple dès qu'on parle des sciences humaines et sociales dans les formations d'ingénieurs. La première, c'est la réforme de l'école des mines de Nancy en 1958, qui a été menée par Bertrand Schwartz et qui est connue comme étant la première grande réforme. En réalité, quand on s'intéresse un petit peu aux formations d'ingénieurs, on se rend compte que c'est ni la première réforme dans ce sens-là, ni d'ailleurs même la première réforme de l'école des mines de Nancy qui introduit à ce point des enseignements de sciences humaines et sociales. Et en réalité, c'est plus un rôle symbolique qu'elle a joué dans les années 50-60. Et puis la deuxième réforme, qui n'en est pas tout à fait une, qui est une création, c'est la création de l'INSA de Lyon, qui, elle, va se fonder réellement sur le modèle des humanités, mais qui en réalité est une autre vision du cadre. Les années 60, c'est aussi une période intéressante parce que c'est pour les syndicats étudiants un petit espace, un petit moment de mobilisation très forte sur le contenu d'enseignement. Il y a un syndicat qui s'appelle l'Union des grandes écoles, qui est apparenté à l'UNEF, qui va progressivement aller glisser, on va dire, sur l'échiquier politique de plus en plus vers la gauche et qui va ensuite être maoïste dans les années 70, qui va défendre d'abord la mise en place de programmes de formation socio-économique dans les écoles et puis qui progressivement va s'en détacher et au contraire va le critiquer en considérant que ce qui existe dans les écoles est une manière de rendre dociles les futurs cadres à l'organisation du travail et au système capitaliste. Si je dis ça, c'est que en fait cette période elle est assez intéressante en termes de mobilisation estudiantine. C'est un rare espace en réalité de mobilisation qui va durer une dizaine, une quinzaine d'années et qui ensuite va être totalement réduit parce qu'à partir des années 70, c'est les écoles qui vont reprendre totalement en main la question du débat sur le devenir des formations. Les écoles vont reprendre en main les débats de deux manières. La première, c'est qu'elles vont s'inspirer de tout un ensemble d'institutions au plan international qui vont chercher à scientifiser et rationaliser la pédagogie. L'UNESCO va faire plusieurs enquêtes de ce type-là. Il va y avoir ensuite la création d'une organisation transnationale qui s'appelle l'ACEFI, la Société européenne des formations d'ingénieurs, qui en fait progressivement va devenir, via son journal, une société savante qui parle beaucoup de pédagogie, qui fait une science des écoles d'ingénieurs, réellement. Pas exclusivement d'ailleurs sur les enseignements socio-économiques. Et puis ensuite, un certain nombre d'institutions qui en France, soit des institutions existantes comme la CTI, soit des institutions qui n'existaient pas et qui vont prendre en charge le devenir des formations, comme la Conférence des grandes écoles, ou comme le CEFI, le Comité d'études sur les formations d'ingénieurs, qui vont progressivement réintroduire au sein des formations le questionnement sur le devenir des formations qui était, jusqu'aux années 60, en réalité porté par les syndicats d'ingénieurs et de cadres et porté par les syndicats étudiants. Les années 70-80, c'est aussi l'apparition dans un certain nombre d'écoles, sous l'effet principalement de mobilisation internationale, des premiers questionnements liés à l'environnement et aux risques technologiques. Ce qui est assez intéressant dans ce cadre-là, c'est que alors que tous les débats dont je vous parlais jusqu'ici étaient des débats assez franco-français, c'est-à-dire vraiment portés par les syndicats d'ingénieurs français et on les retrouve assez peu à l'international, les débats sur le risque technologique et l'environnement vont, eux, venir exclusivement de l'extérieur du pays dans un premier temps, via l'UNESCO principalement, et vont être appropriés avec une certaine lenteur, dans le système français où en réalité il n'y a pas réellement d'interlocuteur, pour une raison simple dont je n'ai pas parlé, ce que je voulais volontairement conclure dessus, c'est que le trait structurant de tous les débats sur les formations d'ingénieurs, qui est aussi le trait structurant finalement de la revendication des ingénieurs à jouer un rôle social spécifique, c'est tout simplement la segmentation de l'enseignement supérieur en France. Ce qui n'est pas un trait structurant dans les autres pays, ce qui est la spécificité française dans la formation des ingénieurs. Et on ne peut pas comprendre l'ensemble des débats sur les formations, on ne peut pas comprendre l'ensemble des conceptions de l'ingénieur qui sont portées par les syndicats d'ingénieurs puis les syndicats de cadres, c'est-à-dire cette vision assez différentialiste qu'ils portent, si on ne le remet pas
en perspective avec un trait saillant de notre enseignement supérieur, c'est-à-dire la segmentation entre d'un côté des écoles supérieures techniques, puis des écoles supérieures de commerce, et de l'autre côté des universités. Cette particularité, c'est un marqueur parce qu'en réalité, si on regarde par exemple les savoirs, de fait, les savoirs qui sont dans les écoles ne sont pas les savoirs qui sont dans les universités. Si on regarde les devenirs de carrière, on va voir la même différence. Je dis ça parce que quand on compare dans les autres pays, je pense par exemple à la Belgique sur laquelle j'ai pas mal travaillé, où les écoles d'ingénieurs, les formations d'ingénieurs sont intégrées à l'université, on retrouve beaucoup moins cette distinction-là, tant du point de vue des savoirs que du point de vue de la profession elle-même. Donc réfléchir à l'ingénieur et à l'ingénieur citoyen, à la responsabilité de l'ingénieur, ça nécessite aussi de regarder la configuration d'ensemble dans laquelle la profession d'ingénieur évolue aujourd'hui en France, notamment sur la question de la formation. Et puis, ça permet aussi de réfléchir dans un autre sens, puisque tous les débats dont je vous ai parlé jusqu'ici interrogent finalement d'une manière assez particulière la formation, enfin l'ingénieur, la place de l'ingénieur et sa formation. C'est que généralement, quand on parle du rôle social de l'ingénieur, quand on parle de sa responsabilité, on a plus tendance à essayer de pousser le curseur un petit peu plus loin, c'est-à-dire de dire l'ingénieur devrait investir de nouveaux champs d'expertise en étant plus responsable, en ayant de nouvelles compétences sur ces domaines, plus qu'interroger la position sociale de l'ingénieur et dire finalement peut-être que l'une des questions qu'on pourrait poser, c'est pourquoi l'ingénieur a cette position sociale dans le système productif, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, et pas quel est le rôle qu'il pourrait prendre, mais plutôt quel est le rôle qu'il a déjà et qu'est-ce que ça veut dire sur le système productif. Voilà. C'était relativement vague. Je laisse à Christelle le soin d'être beaucoup plus précise. Non, c'était pas vague du tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas vous. Je bois du petit lait et puis ça va être très raccord avec ce que je proposais. J'ai eu des soucis d'imprimante ce matin, donc je vais lire sur l'ordinateur, mais c'est compliqué avec les lunettes, vous verrez avec l'âge, parce qu'on ne sait pas trop. Moi, j'aime bien vous voir, puis en même temps, je ne verrai pas l'écran si je garde trop les lunettes. Alors, juste deux petites remarques sur ce qu'a dit Antoine juste avant moi. C'était que sur des remarques qui me positionnent aussi mon discours, c'est quand il dit, quand à un moment on s'est dit il y a un manque, il y a une carence des sciences humaines, finalement il ne s'est pas intéressé à qu'est-ce qu'il devrait y avoir comme sciences humaines, il a dit mais ces discours-là, quand ils disent manque, quand ils disent carence, c'est ça qui est intéressant. Ben, de fait, vous verrez que sur la question de l'éthique, moi je ne vais même pas du tout vous dire ce que ça pourrait être l'éthique pour les ingénieurs, mais j'ai regardé ce qui se passait autour de discours sur l'éthique, qu'il en faudrait comme ci ou pas. Donc on est vraiment dans, c'est pas pour rien qu'on est sociologue et qu'on s'apprécie, mais dans ce même regard critique. Sur la question du rôle social, que j'ai pas mal travaillé à l'époque de ma thèse aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que rôle social à l'époque, c'était, vous pouvez considérer ça comme un synonyme de fonction, dans une approche de type, je vais utiliser des grands mots, fonctionnaliste, qui a peu été présente en France, mais très très forte aux États-Unis, et vous verrez, je parlerai un petit peu des États-Unis. Et bien, cette notion de la fonction sociale de l'ingénieur, aux États-Unis, dans le débat, aussitôt, il y a eu les questions déontologiques. Alors, éthique, déontologie, mais le registre de l'éthique a été mobilisé aux États-Unis dans cette même période, quand il n'a pas été chez nous. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la période de Vichy dont parlait Antoine, si on regarde aussi, moi j'ai fait beaucoup de comparaisons internationales, si on regarde les années 30 aux États-Unis, il y a aussi cette période de la technocratie. On a un président des États-Unis qui est ingénieur. Il y a quelque chose aussi autour de ce que les ingénieurs, à l'époque, devraient faire pour régler les questions politiques. Voilà. Et le dernier point que je voulais signaler, c'était par rapport à ce que disait Antoine sur cette union syndicale des ingénieurs catholiques qui était le lieu où se passaient les débats pendant le fin du 20e, fin du 19e, fin du 20e. Fin du 19e, début du 20e, on va y arriver. C'est que par exemple, ce qui vous paraît une évidence aujourd'hui qu'on ne peut pas être un ingénieur sans faire des stages, ce qui est le cas en France, il y a encore 10 ans, un ingénieur japonais sortait de sa formation d'ingénieur, il n'avait jamais vu une entreprise de sa vie. Donc la norme, vous voyez, ce qu'on considère normal peut vraiment avoir des variations nationales ou culturelles. Mais cette idée des stages en entreprise, c'est aussi le fruit de cette question de la formation sociale de l'ingénieur. Et dans les années 16-17, l'USIC poussait vraiment à ça, même si ça n'a pas été repris directement. Voilà. Alors moi, donc, je m'appelle Christelle Didier, je suis
maître de conf à l'Université de Lille, et je ne peux pas m'empêcher de faire une petite parenthèse aujourd'hui, puisque, en fait, je suis en grève, mais voilà, mais je suis là pour vous. Et c'est un dilemme, hein, c'est compliqué, quoi. J'ai fait des cours alternatifs, quoi. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'université. Je sais pas. Parce que ce que disait Antoine à la fin, c'est un propos super important, c'est que la structuration de l'enseignement supérieur en France aujourd'hui, entre les grandes écoles et l'université de l'autre, fait que parfois, quand on est en grande école, on ne se rend pas compte que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui suscite tant de remous dans les universités publiques parce qu'on se demande comment on va financer la recherche, dans les grandes écoles, quelquefois on dit ça ne nous concerne pas, c'est pas notre truc, sauf que tous vos profs ont été formés à l'université, ont des diplômes universitaires, et que tous les financements de recherche de vos profs à vous, même si vous n'êtes pas à l'université, pour la plupart d'entre vous, parce qu'il y en a, ils arrivent à être en grande école à l'université, c'est aussi une caractéristique extraordinaire de la France. Mais ce qui normalement est structurant, grande école ou université, je trouvais difficile d'intervenir ce matin sans vous rappeler que qu'il y a eu des gros mouvements, qu'il y a encore des gros mouvements et qu'il y a beaucoup d'universités qui sont en grève illimitée pour sauver leur travail et pour se préoccuper de la précarité des étudiants. J'ai découvert, ça fait 6 ans que je suis à l'Université de Lille. Avant, pendant 20 ans, j'ai travaillé à l'Université catholique de Lille, qui est donc une université privée. Et pour le compte de cette université, je menais de la recherche et je donnais des enseignements exclusivement dans des écoles d'ingénieurs, très peu catholiques au bout du compte, puisque j'intervenais dans des écoles d'ingénieurs publiques pour le compte de mon employeur. Et donc, je ne voyais pas trop ce qui se passait à ce qu'on appelle l'université en France. L'université catholique, c'est pas pareil, quoi. Et donc, c'est ces 6 dernières années que j'ai découvert que, surtout, je suis dans une université SHS, Lille, Pont-de-Bois, Villeneuve-d'Ascq, la plus pauvre de France, la moitié des étudiants boursiers et la moitié de mes collègues enseignants ou secrétaires qui sont eux-mêmes précaires. Donc pour moi, je trouvais que c'était important de vous rappeler à ça, et c'est que si à un moment on parle de transformer les formations, il y a peut-être aussi une petite répartition de ces conditions d'études, de ces conditions d'encadrement qui pourraient être retravaillées. Je referme la parenthèse. Donc, je vois qu'il y en a qui sont super au courant ici, super. C'est pas n'importe quoi, ISF, et puis les réseaux ingénieurs engagés et tout. Je suis pas à une conférence de rentrée en première année de Centrale. J'ai fait ça cette année, la conférence de rentrée dans la semaine sur la transition écologique. C'était pas pareil, tout à fait. Et d'ailleurs, je ne vais pas dire la même chose, puisque je pars du point de vue que j'ai en face de moi des jeunes qui se posent déjà beaucoup de questions. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à des ingénieurs, des élèves ingénieurs engagés comme vous l'êtes au sujet de l'éthique ? Donc déjà que c'est un mot omniprésent dans mes travaux depuis mes années d'études, donc depuis la maîtrise, ça s'appelait avant, dans mon temps. Donc ça commence à faire longtemps. Et donc c'est omniprésent dans mes travaux depuis 25 ans. Et que, oui, j'ai jamais lâché ce mot, et pourtant, je peux vous dire qu'il est super encombrant. C'est une sorte d'obsession, parce que je le lâche pas, alors que très souvent, il me pose des problèmes, puisque derrière le mot éthique, tout le monde fout tout et n'importe quoi. Tout le monde est sûr de savoir ce qu'il a dit, puisqu'il n'y a pas d'expertise en éthique en France. On ne peut pas être maître de conf en éthique, on ne peut pas être professeur des universités en éthique. Il n'y a pas véritablement de labo qui travaille l'éthique professionnelle, et encore moins l'éthique professionnelle pour la technique, pour les ingénieurs. Et ce qui est tout à fait lié, qui est très raccord avec ce qu'Antoine disait à la fin sur les matières qui sont dans les écoles d'ingénieurs, qui ont des noms qui quelquefois n'existent que là. Donc, quelle est la légitimité d'un prof qui donne un cours d'éthique dans une école d'ingénieurs ? Je ne vais pas lui en vouloir, puisque c'est difficile de savoir où il ou elle pourrait trouver de la légitimité, puisqu'il ne peut pas avoir un master en éthique de l'ingénierie, ça n'existe pas en France. Donc le mot éthique, il m'a souvent encombré, parce que je me prétends être experte de ça, puisque je ne fais que ça du matin au soir depuis 25 ans. Donc je peux me tromper, mais au moins je développe des idées, quelqu'un peut avoir des théories contradictoires, mais c'est mon métier. Donc parfois, quand c'est des enseignements qu'on m'a demandé de faire, j'ai essayé de troquer avec développement durable, RSE, impact social des techniques, même figure d'ingénieur à une époque. En fait, j'aurais pu mettre n'importe quel titre, tout le monde s'en fichait. Et en gros, ce que j'allais dire, c'était, je ne vais pas dire la même chose, mais c'était dans la même lignée. Donc, parce que quand on dit qu'un cours va s'appeler un cours d'éthique, il va y avoir à la fois ceux qui vont dire c'est quoi cette connerie, le retour de la morale, l'éthique c'est pas politique, nous on veut de la politique. Toute petite minorité en école d'ingénieur, mais une minorité agitante, qui voudrait un peu plus de discours politique. Et puis il y a ceux qui disent « Ah super, la dame elle va parler d'éthique, c'est génial », et je m'inquiète un peu quand ils disent « Super, on va parler d'éthique ». Et les premières années, quand il m'est arrivé de donner des cours dans des écoles de la FESIC, donc
catholiques, même si tous les étudiants ne sont pas catholiques, ce qui a moins été mon cas les dernières années. J'avais quelquefois peur de ceux qui étaient très très contents qu'on parle d'éthique, parce que je voyais bien qu'ils avaient des idées très très préconçues. Et alors là, je vous plonge dans les années 90, hein, mais que ce soit des étudiants ou des enseignants qui disaient que j'allais parler du fait, par exemple, il faut être gentil avec les secrétaires, tout ça, machin. Ouais, bon. Il y avait un côté un peu bon. Donc j'avais peur quand les gens étaient très contents qu'on parle d'éthique. Donc moi, je lâche pas le mot éthique. Et alors, terrible aussi, c'est que je lâche pas le mot ingénieur, mais à la grande surprise de beaucoup de gens, me disent « Ah, tu travailles encore sur les ingénieurs ?» Alors, j'ai essayé d'arrêter, puisqu'il y a 6 ans, j'ai quitté l'Université catholique de Lille pour arriver à l'Université de Lille, où mes étudiants aujourd'hui sont des futurs professeurs des écoles, plutôt des professeuses, professeureux. Donc moi, j'ai pendant 20 ans vu quasiment que des garçons en face de moi, et puis je vois quasiment que des filles en face de moi, donc qui veulent être dans le travail social, CPE, professeurs des écoles. Et donc, je me suis dit, les ingénieurs, je ne vais plus travailler dessus. Et en fait, c'est vraiment passionnant, justement, de pouvoir faire des réflexions comparatives, maintenant que je suis un peu mieux baignée aussi dans cet autre monde, celui de l'université publique, d'université SHS pauvre, et de jeunes filles qui veulent travailler pour les autres. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas le cas de tous les garçons qui sont en école d'ingénieur. Mais une sorte de truc, moi, qui me terrorise, c'est que quand je demande à ces jeunes femmes en L1, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais être professeur des écoles parce que depuis toujours, j'aime beaucoup les enfants et je veux... C'est aussi terrible, c'est aussi compliqué. Hein. C'est bon, voilà, cette vocation évidente de faire pour les autres et parfois cette absence de vocation pour la technique chez des gens qui sont dans des formations quand même qui sont des formations, vous le savez, ingénieur, c'est une formation technique. Mais je dis ça parce que j'ai fait énormément d'entretiens avec des étudiants en école d'ingénieur et je me demandais au bout d'un certain temps, mais est-ce qu'ils se sont rendus compte quand ils étaient au lycée qu'une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques, ça va en général vers une école d'ingénieur, sauf si on fait normal sup, et que quand ça va vers une école d'ingénieur, il y a le mot ingénieur, et derrière le mot ingénieur, on fait ce qu'on veut, mais il y a quand même un truc en lien avec la technique. Donc le nombre de jeunes qui m'ont dit, non mais vous savez, là moi j'ai choisi toutes les options qui ne sont pas techniques, alors je fais management, audit et tout, ben, je dis qu'ils aillent en école de commerce ou en fac de sciences éco. Donc il y a quand même un problème en France qui est comment on se retrouve en école d'ingénieur. Ce n'est pas par la vocation technique. Et parler d'éthique face à des gens qui ne veulent pas vraiment faire le métier qui est en gros sur le titre de leur école, c'est compliqué. Mais parler d'éthique avec toutes ces jeunes femmes qui rêvent d'être institutrices, parce qu'institutrice, c'est aimer les enfants, c'est problématique aussi, puisqu'il faut déconstruire aussi qu'est-ce que ce sera la réalité du métier de professeur des écoles aujourd'hui en France. Donc le mot éthique, le mot ingénieur, je ne les ai pas lâchés. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le film On connaît la chanson, qui a eu 7 Oscars plus 5 nominations en 1997 sans qu'il n'y ait trop de problèmes à la salle Pleyel, ni malaise ni rien d'autre. C'était un carton. Et il y avait un moment un personnage dans ce film qui fait une thèse sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Et alors c'est un gag récurrent dans le film, puisqu'à chaque fois que les gens disent toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, je fais une thèse sur les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru, ça fait un gros silence, un gros malaise. Moi, quand je dis je bosse sur l'éthique des ingénieurs, surtout quand j'ai fait 25 ans, souvent ça fait un peu bon, ok, donc est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Donc voilà, ça c'était mon introduction qui était sur papier. Après, ça va être beaucoup plus sportif, mais c'est pas grave, je maîtrise un peu le sujet, donc si je perds mon papier, je pourrais. Mais je veux rester sur le temps qui m'a été proposé. Alors donc, il y a eu un effet de mode dans les années 90. Donc moi, j'observe, je suis dans une posture critique, j'essaye de comprendre un peu ce qui se passe avec ce machin, hein, l'éthique. Donc il y a eu un drôle de moment en France. Si vous regardez les années 60-70, si vous écriviez un bouquin avec le mot éthique dessus, vous pouviez faire vraiment un bide au niveau littéraire, puisqu'il était surtout interdit d'interdire, tout ça, donc l'éthique, la morale, c'était pas trop à la mode. Et puis, dans les années 90, tout d'un coup, alors, on a vu un petit peu partout fleurir des codes, des chartes d'éthique, des conférences autour de l'éthique. On a même une charte éthique du Tour de France, quoi. On peut en avoir partout. Et puis évidemment, vous allez dire, dans le milieu de la santé, ça date d'avant. En effet, dans l'éthique médicale, c'est un mot dont on a entendu parler un petit peu plus tôt. Mais après, il y a une sorte de diffusion de ce souci de l'éthique dans la société française, pour les journalistes, et aussi pour les ingénieurs, sous une forme qui n'a peut-être pas énormément marqué les esprits. Vous n'étiez pas né en 90, mais je veux dire pour les enseignants ou les gens âgés qui sont ici, on ne s'est peut-être pas rendu compte à quel point en 90, même les ingénieurs français s'intéressaient à ça. Alors je cherche des traces. Les traces, c'est que la commission des titres d'ingénieurs, qui est quand même
comment dire, un élément majeur dans la constitution de ce qu'il y aura dans une formation, de qu'est-ce qui doit être transmis dans une formation, qu'est-ce qui permet à un établissement d'être habilité, ou qu'est-ce qui fait qu'un établissement perdra son habilitation. Donc une école d'ingénieur en France, c'est avant tout une école d'ingénieur habilitée donc, par la commission des titres d'ingénieur. Et en 1995, il a été écrit dans le document qui est vraiment la grille de lecture pour que les écoles se disent comment je fais pour bien être habilité, c'est il faut de l'éthique dans la formation, 1995. Hein. Donc on peut dire, tiens, étonnant, là, comme partout, ils s'y mettent. Maintenant, ce qui est troublant, c'est que ça n'a pas eu un impact majeur. Hormis, moi, je m'en suis rendu compte les 2 années qui ont suivi, où j'ai eu des coups de fil d'un peu partout en France pour qu'on me demande de venir faire une conférence en éthique, parce que je pense que les gens étaient tombés dans un moment où ils devaient être réhabilités ou habilités, ils avaient vu éthique, ils tapaient, il y avait déjà Internet quand même. Et puis aujourd'hui encore, vous tapez éthique ingénieur dans un moteur de recherche français. Je n'en tire aucune fierté, mais vous ne pouvez pas échapper à mon nom, puisque en gros, sur les 2 premières pages, il y aura les 2 tiers des références qui seront à mon nom. Au royaume des aveugles, vous connaissez la suite, c'est-à-dire que c'est un sujet qui n'intéresse en fait que moi. Alors là, Fanny Vérax, que vous aurez tout à l'heure, a écrit avec sa collègue Laure, j'ai plus le nom de l'INSA, un manuel d'éthique pour les ingénieurs. Donc je me dis, ah bah voilà, on est 2, voilà, 3. Mais voilà, donc il y a eu cet effet de mode, on en parle partout, même chez les ingénieurs, mais en même temps, bon voilà, c'est pas massif. Le paradoxe, c'est que c'est quand même aussi dans cette période de l'histoire que plein de sujets font l'objet de controverses dans plein de domaines de la vie humaine. Et donc des sociologues comme Isambert, Ladrière, Terre-Noire, dans les années 90, c'est bizarre, il n'y a plus de sociologie de l'éthique, il n'y a plus de sociologues qui travaillent sur l'éthique, parce que c'est vraiment pas du tout in. Et en revanche, l'avortement, l'euthanasie, l'armement atomique, tout ça suscite des débats éthiques énormes dans la société, mais où sont les sociologues pour travailler là-dessus? Une sorte de déshérence paradoxale, et puis après un retour de flamme dans les années 90, mais avec tout ce que vous avez pu, que vous pouvez connaître depuis que vous êtes jeune, et que vous connaissez parce que vous êtes en école d'ingénieur et que vous êtes critique, ce qu'on appelle le greenwashing. Alors on a l'air de parler de quelque chose qui aurait une dimension éthique, et puis on voit bien que c'est parfois à l'opposé même de ce qu'on voudrait. On n'est pas au mois d'octobre, je le sais, mais souvent je fais des conférences à la rentrée, c'est souvent au mois d'octobre, et il y a un truc que vous connaissez peut-être pas, ça s'appelle le pinkwashing, c'est pas mal non plus, c'est comme le greenwashing, mais on vous vend plein de trucs roses, où on vous fait courir pour vous accrocher des rubans roses, soi-disant pour soutenir la lutte contre le cancer. Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus, mais le nombre d'étudiants qui organisent des défilés de mode avec des nanas qui ont le cancer, et que c'est tout ça pour la cause, c'est un scandale, quoi. Vous savez ce que c'est le tourisme humanitaire, vous savez ce que c'est les conneries de gens qui vont construire des puits en Afrique dont personne n'a besoin, vous êtes assez éclairés sur tout ça. Eh bien, il y a l'équivalent... Non, mais tous les puits ne sont pas inutiles. Hein. Mais je veux dire, à ISF, j'observe ISF depuis sa création, et j'ai bien vu toute la construction intellectuelle qui s'est faite pour ne pas dire, voilà, s'il y a 50 étudiants intéressés par ça, il n'y en a peut-être que 2 qui iront, et les autres, ils bosseront ici. Ah oui, c'est frustrant parce qu'ils aimeraient bien visiter l'Afrique, mais il y a une intelligence collective autour d'ISF que j'ai vue à l'œuvre, et qui fait que je pense que vous n'êtes pas trop mal formés à l'anti-tourisme humanitaire. Eh bien... soyez vigilants, vigilantes quand le mois d'octobre reviendra. Vous connaissez le mot greenwashing, pinkwashing, c'est la même chose en couleur. Donc la question de l'éthique, je l'ai observée, et je l'ai observée d'une façon comparativiste. Puisqu'en fait, autant Antoine est venu creuser ce qui se passe en France, non pas autour de l'éthique, mais autour de l'autre formation, hein, c'est une expression qu'il utilise parfois dans ses travaux. Et moi, je suis plutôt partie du fait que... donc moi, j'avais commencé par une école d'ingénieur, et puis je suis partie, je me posais trop de questions métaphysiques. Je pense que si j'étais née, j'avais la même date de naissance que la vôtre, ce qui n'est pas le cas, au moment où je me posais des questions, on m'aurait dit, mais va donc faire une césure à Emmaüs ou ISF, et puis tu reviendras, et puis tu finiras ton école, et tu verras peut-être qu'avec ton diplôme, tu peux comment faire quelque chose qui fait changer le monde. À l'époque, je n'ai pas du tout vu ce début de commencement d'une porte, donc je suis partie, je suis allée travailler dans le social.
Et je voulais bosser sur la lutte contre l'alphabétisation des adultes en France, quoi, vraiment tout autre chose. Et puis j'ai rencontré un gars qui revenait des États-Unis, un ingénieur, qui avait vu des cours d'engineering ethics aux États-Unis et qui cherchait un étudiant ou une étudiante en sciences de l'éduc qui ferait son mémoire de maîtrise, ce qu'on appelle le M1 maintenant, sur ça, peut-on enseigner l'éthique à des ingénieurs? Et donc quelqu'un m'a fait rencontrer ce gars, et je me suis dit, quelle connerie de l'éthique pour les ingénieurs. Franchement, je ne voyais pas du tout ce que ça pouvait être, et ça m'a plutôt... je me suis dit, non, mais je vais aller voir ses cours, je vais observer, et puis je vais vraiment dire, c'est quand même un peu n'importe quoi. Et en fait, j'ai commencé à lire ce qui se passait ailleurs, et puis à tomber sur vraiment des travaux passionnants. Alors, non pas que j'étais d'accord avec tout ce qui se disait, puisqu'il y a tout un courant de l'éthique de l'ingénierie aux États-Unis qui est très très loin de mes préoccupations, où c'est un petit peu comme des discours que pouvait évoquer Antoine. Donc c'est des gens qui savent ce qui est bien pour les autres, puis qui sont des ingénieurs, et puis ils disent qu'ils vont être des bons ingénieurs, et puis ils vont le dire aux futurs ingénieurs. Alors ok, ça s'appelle l'éthique de l'ingénierie, mais je ne m'y retrouve pas. Mais derrière ça, il y avait énormément d'autres choses. Et donc ma question de thèse, c'était, mais pourquoi y a-t-il cette discipline académique, Engineering Ethics, existe dans un pays, en l'occurrence les États-Unis, et n'existe pas en France. Et puis aussi, je me dis, tiens, et pourquoi? Parce que j'ai gratté un petit peu, je dis, comment ça se fait qu'ils ont des codes de déontologie? Alors l'éthique n'est pas la déontologie, mais comme aux États-Unis, tout ce qui relève de la réflexion éthique est né d'une relecture de ce qu'ils avaient déjà comme texte déontologique. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y avait d'abord une déontologie avec « faut pas faire ça quand on est ingénieur ». Ça n'avait pas force de loi, mais ça existait, c'était diffusé. Et la réflexion éthique est venue comme réflexion aussi critique de ça. Bon, donc les codes de déontologie, grosse surprise pour moi. Je vois que... Alors il y en a eu un en Angleterre en 1910, on l'oublie, puisqu'après il n'y a plus rien eu jusqu'en 2001. Mais aux États-Unis, entre 1914 et 1975, il y avait déjà eu 30 textes qui s'appelaient « Code d'éthique pour ingénieurs ». Alors, pourquoi 30 ? Parce que quelquefois, il y avait des réécritures, mais ce n'était pas 30 réécritures. C'est parce qu'il y avait celui des chimistes, celui des électroniciens, celui des mécaniciens. C'est-à-dire que par association professionnelle d'ingénieurs, à un moment de leur histoire, en 1910, 12, 13, ils avaient dit, voilà, on écrit notre code de déontologie, puis 2 ans, 3 ans après, ils corrigeaient. Donc moi, je me dis, pourquoi ils en ont tant? Et nous, pays d'ingénieurs, franchement, s'il en est, c'est quand même une grande fierté de pouvoir dire, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'on serait le pays qui a inventé la forme de formation moderne des ingénieurs. Et donc, pourquoi il n'y en a pas chez nous? Donc, la question du débat éthique, caché donc des débats déontologiques aux États-Unis, et puis il y avait un manque en France. Mais j'ai essayé de ne pas rester là-dessus en disant, on est en retard, ils font des trucs, on devrait faire pareil. J'ai essayé d'analyser, de comparer. Et pour comparer, c'est intéressant de voir aussi dans d'autres sphères. Donc pour ma thèse, c'était les États-Unis, le Québec, l'Allemagne et la France, avec vraiment des modèles très très différents. Et aujourd'hui, c'est plutôt, c'est pas que c'est pas intéressant, mais j'ai vu émerger un modèle pas encore plus intéressant, mais particulièrement intéressant aux Pays-Bas. Et je vais vous raconter un peu juste les 2-3 modèles d'organisation de la pensée en termes d'éthique de l'ingénierie, parce que s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de théorie, s'il n'y a pas de chercheurs qui publient et puis qui ne sont pas d'accord, quel va être le corps de savoir qui servira à faire des cours où il y a une forme de légitimité et d'arrière-fond scientifique? C'est-à-dire qu'on peut trouver, j'allais dire, je ne vais pas citer le nom, si, je vais citer le nom, mais il y a des années de ça, j'ai vu qu'un cours d'éthique était donné par un patron d'entreprise qui, pendant des années, il avait eu la bonne idée, magnifique, de se faire élire par ses salariés, jusqu'à ce qu'il ne vote plus pour lui, donc il a changé la règle du jeu. Il avait écrit un super livre sur la démocratie en entreprise, parce que la notion ingénieur citoyen, il faut voir qu'en France, on a eu tout un discours dans les années 80 sur l'entreprise citoyenne, la démocratie en entreprise, l'entreprise qui va être citoyenne, qui va avoir un rôle citoyen dans la cité, mais qui va aussi au sein de son organisation développer une démocratie. Donc le mot ingénieur citoyen, à mon avis, il a pu aussi venir dans l'esprit par rapport à tout ce grand débat sur l'entreprise citoyenne. Et donc, ce monsieur, il avait écrit un livre super sur ça. Donc, il faisait des cours avec la légitimité d'avoir de l'action, de l'entrepreneur. Bon, et puis, voilà, normalement, à l'université, alors chez en grande école, on peut faire des cours avec des titres qui ne ressemblent à rien ailleurs, mais est-ce que ça doit être des gens qui n'ont, en plus, pas d'expertise dans le domaine? C'est un peu problématique. Je trouve très important les praticiens réflexifs, les gens de métier qui viennent parler de leur métier et qui ont du recul. Je trouve ça génial. Et souvent, je trouve que ça manque. Mais voilà, chacun son métier. C'est ensemble des praticiens qui réfléchissent à leur pratique, des chercheurs qui, du matin au soir,
cherche. Et l'autre exemple, c'est un chef d'entreprise aussi du Nord qui avait écrit un livre sur l'amour et l'éthique en entreprise et qui donnait des cours dans des écoles dans le nord de la France. Et en fait, ce livre, il n'avait pas trouvé d'éditeur, je ne sais pas pourquoi. Alors, il avait créé une maison d'édition, et puis ça ne se vendait peut-être pas beaucoup, donc il distribuait à tous ses salariés. Je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Une grande entreprise du Nord. Bref, donc voilà, le problème, c'est que si on n'a pas un corps de savoir, si on n'a pas un lieu de recherche, si on n'a pas de maître de conf, si on n'a pas de professeur, de quoi va-t-on parler en éthique? Eh bien, aux États-Unis, dans les années 80, il y a eu la National Science Foundation qui a décidé qu'il y aurait plein de bourses de chercheurs à condition que minimum un ingénieur, minimum un philosophe, et pas de sociologue à mon grand regret, mais c'était déjà ça, minimum un ingénieur, minimum un philosophe, travaillent sur un projet de recherche sur l'éthique de l'ingénierie et produisent des manuels académiques. Alors, c'est pour ça qu'on peut trouver plein de manuels académiques en anglais qui s'appellent Engineering Ethics, Ethics for Engineering, etc., etc., avec aussi des courants qui peuvent être différents, des styles différents. Donc, institutionnaliser, voilà, c'est un moment qui peut être important pour qu'existe véritablement une transformation et une formation sérieuse en matière d'éthique. Alors, aux États-Unis et au Québec, il y a un point commun qui est que la réflexion éthique est arrivé après l'existence de ce mouvement déontologique dans le cadre d'une dynamique qui est propre à ces pays-là, sur lequel je n'irai pas plus loin, vous lirez mes travaux, mais qu'on appelle la professionnalisation, qui est l'idée que des métiers veulent être reconnus comme les autres professions, et en anglais ça ressemble à profession libérale en France, mais ce n'est pas profession libérale, c'est les professions nobles, c'est les médecins, ce sont les avocats et les ingénieurs. Ils disent, nous aussi, on est super utiles à la société, nous aussi, on contribue au bien de la société, nous voudrions être reconnus comme des vrais professionals, pas seulement des gens qui ont une occupation, donc c'est une distinction très très importante dans le vocabulaire anglo-saxon et dans la culture anglo-saxonne. Et qui dit profession, et non pas occupation, signifie on n'a pas un syndicat, mais une association professionnelle. Et notre association professionnelle, elle s'appuie sur le fait que les gens ont un diplôme élevé, difficile à avoir, et on a un code de déontologie. Et donc tous ces codes de déontologie aux États-Unis sont liés à cette dynamique qui est, nous aussi, on veut qu'on nous prenne comme des gens importants. En France, pays d'ingénieurs, s'il en est, vu la fierté de vos parents quand ils disent à leurs amis « Il fait quoi ton fils? Fait quoi ta vieille école d'ingénieur ?» Waouh! Je n'y a pas un qui dit « Oh !» Hein? Bon. Donc voilà, il y a une sorte d'évidence construite dans notre pays beaucoup plus qu'ailleurs que « Waouh, super, les écoles d'ingénieurs, super !» Alors, il n'y a pas de besoin d'aller gagner une reconnaissance sociale, elle est là, et encore pour un certain temps, même si on dit « Oui, c'est plus comme avant, mais c'est encore énorme. » Donc, cette dynamique, on a un code de déontologie pour avoir l'air de professionnel, c'est un premier temps, et puis ensuite, il y a des gens, des philosophes, des sociologues, des gens qui viennent des Science and Technology Studies, qui aux États-Unis ont fait un boulot extraordinaire sur la justice sociale, sur ingénieurs et la paix, sur les questions de genre, sur la place des homos dans ce travail de mâle blanc, tout ça, des choses, des revues en parallèle, il y a des revues entières qui sont sur ingénierie et justice sociale, ingénierie et paix, on n'a pas l'équivalent du tout en France. Donc ça, c'est les États-Unis. Au Québec, je ne vais pas en parler, c'est différent, mais je veux garder un petit peu de place pour les Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, comme en Allemagne, que j'avais utilisé dans ma thèse, il n'y a jamais eu de code de déontologie, ou à peine, ou s'il y en a un, ce n'est pas ça qui structure, et il n'y a jamais eu ce besoin, probablement parce que les ingénieurs aux Pays-Bas, comme en Allemagne, comme en France, même si c'est un peu différemment, ont moins besoin d'obtenir une reconnaissance de la société, et qu'on n'est pas dans un monde façonné de la même façon que les États-Unis, WASP et compagnie, par un rapport à l'éthique. Là aussi, je n'irai pas plus loin, sinon je tiendrai 2 heures. Donc aux Pays-Bas, il n'y a pas d'abord la déontologie. Mais en 1991, il y a le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur qui dit « plus un diplôme d'ingénieur sans une formation éthique sérieuse ». On va dire, nous, la CETI, en 1995, a dit plus de diplôme d'ingénieur. Sauf qu'aux Pays-Bas, ça a créé un champ disciplinaire académique. En 1995, à Lille, nous étions 2 à nous intéresser à l'éthique et aux ingénieurs. On a été 3, 4, 3, 2, 1. Ça a failli être 0, sauf que j'ai décidé que je n'allais pas complètement lâcher le morceau. À Delft, à l'Université technologique de Delft, en 1995, ils étaient 2. Aujourd'hui, il y a un laboratoire extraordinaire qui s'appuie sur les 4 énormes universités technologiques néerlandaises
avec un laboratoire avec l'équivalent de 5 professeurs d'université, 20 maîtres de conf, des centaines de doctorants et de post-doctorants en éthique des technologies, en éthique de l'ingénierie. Donc là, oui, ça change les choses. Donc quand on dit qu'il faut transformer les formations, et je ne dis pas, je ne suis pas en train de vendre, c'est l'éthique, le mot n'est pas forcément. Mais à un moment, il y a des lieux où se structure la recherche, les savoirs, où il y a une légitimité, et c'est une volonté politique à un moment. Quand c'est la National Science Foundation qui met énormément d'argent pour qu'il y ait des manuels, ben, il se passe quelque chose. Quand c'est le ministre aux Pays-Bas qui dit « ce sera comme ça et pas autrement », alors je ne dis pas que les ingénieurs néerlandais sont tous plus moraux, ça m'est égal que vous. Mais en termes de construction intellectuelle, des controverses, voilà, qu'est-ce que ça veut dire, en effet, une controverse scientifique, la place des valeurs dans les choix techniques, les acteurs en jeu, etc. La justice, qu'est-ce que ça veut dire de parler de la justice quand on travaille comme ingénieur? Qu'est-ce qu'on fait quand on est ingénieur mais qu'on est salarié dans une grosse entreprise? L'alerte, le signalement, c'est la moitié des publications qui sont autour de ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que le problème principal d'un ingénieur diplômé, un ingénieur en activité, c'est de se dire comment je fais quand il y a vraiment un hiatus entre ce que l'entreprise me demande de faire et ce qui me paraît par rapport à d'autres considérations importantes. C'est une évidence. Déjà dans les années 90, un tiers de tous ces manuels américains, un tiers parlait de ça. Alors ils avaient un tiers qui parlait de leur code de déontologie parce qu'il fallait apprendre le code de déontologie aux étudiants. Moi, ça, je pense que ce n'est pas du tout adapté à notre culture. Mais un tiers qui était sur plein de récits d'alerte. Donc, j'ai complètement pas suivi mon texte, mais c'était de ça dont je voulais vous parler. Donc, il y a des modèles de développement que la comparaison permet de se rendre compte des non-choix qui ont pu être faits chez nous. Et que je ne suis pas dans le registre on devrait faire comme eux parce que c'est bien, il y a un manque d'eux, mais j'observe le décalage entre les discours. Est-ce que le mot éthique c'est le bon mot? J'en suis pas sûre. Moi je suis très contente maintenant, on parle de transition écologique. Développement durable, j'étais assez contente au début. Après on en fait tout et n'importe quoi, mais quand vous regardez dans l'enseignement secondaire où il y a eu une injonction importante à ce qui est du développement durable dans le secondaire, ben ça a produit des recherches, par exemple en sciences de l'éducation, où on peut aujourd'hui dire eh bien, il y a 6 types différents d'approches du développement durable, entre ceux qui juste ne critiquent même pas le concept, entre ceux qui considèrent qu'il faut le jeter à la poubelle, entre ceux qui parlent de décroissance, mais on ne peut arriver à cette intelligence, soit on dit le développement durable c'est tout n'importe quoi, soit parce que se développent des recherches, on dit ah oui, derrière le développement durable, on peut vraiment transformer l'enseignement. Et je conclurai avec le même, en poursuivant le mot de la fin d'Antoine, c'est que ce n'est pas forcément rajouter des savoirs, mais ça peut être aussi faire comprendre aux ingénieurs qu'il faut lâcher prise sur certains savoirs ou certaines prérogatives et laisser la place aux autres et travailler ensemble avec les savoirs des autres pour construire ensemble des réponses aux problèmes que l'on a à résoudre ensemble. C'est pas mal comme ça. Il y a de quoi discuter. Moi, je suis philosophe de formation. Ma co-autrice est sociologue et économiste. Et ce qui nous a donné envie d'écrire cet ouvrage, c'est qu'on a toutes les deux eu en charge des cours d'éthique de l'ingénieur, de responsabilité sociale de l'ingénieur, notamment dans 2 établissements, l'École centrale de Lyon et l'Institut national des sciences appliquées de Lyon également. Et c'est vraiment pour répondre aux interrogations, aux discussions nombreuses qu'on a pu avoir avec les étudiants qu'on a eu envie d'écrire ce livre. Alors, ce qu'on a essayé de faire, d'abord je voudrais préciser que c'est un ouvrage qui est à la limite entre le manuel et l'essai. C'est-à-dire le manuel, vous en avez l'habitude, c'est quelque chose d'assez didactique, d'assez pédagogique, où on essaye un petit peu de mâcher un savoir qui est stabilisé pour vous le donner, pour vous le transmettre. L'essai, c'est un petit peu différent, c'est plus un manifeste, on essaie de défendre une thèse, et on n'est pas forcément sur des savoirs stabilisés. Et je dirais que l'ouvrage Quelle éthique pour l'ingénieur, il est vraiment à la limite.
D'accord ? Parce que l'éthique de l'ingénieur, c'est pas un domaine totalement stabilisé. C'est un domaine qui est dynamique et qui évolue en fonction des problèmes, des études de cas, de ce qui se passe dans la société. Donc ça, c'est peut-être un premier point. Ensuite, la plupart du temps, quand on parle d'éthique de l'ingénieur, on est sur une éthique préventive. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est éviter des grands problèmes. On veut éviter des catastrophes industrielles, on veut éviter des situations de harcèlement au travail, on veut éviter des accidents du travail, etc. Et bien sûr, cette éthique préventive, elle a ses mérites, elle a ses bénéfices. C'est bien d'essayer d'éviter des grandes catastrophes industrielles. Mais nous, on pense qu'on ne peut pas se limiter à ça et qu'il faut aussi parler d'une éthique qu'on appelle aspirationnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec le travail d'un ingénieur, avec un développement technique, qu'est-ce qu'on essaye de promouvoir et pas juste qu'est-ce qu'on essaye d'éviter. Et donc, je dirais que dans l'ouvrage, on essaye vraiment de montrer ces deux côtés-là, l'éthique préventive et l'éthique aspirationnelle. Et peut-être une troisième chose, c'est que l'éthique étant un domaine, c'est pas une science l'éthique, d'accord ? C'est une démarche, c'est un art presque, certains diraient, c'est peut-être une technique, c'est une boîte à outils. Voilà, moi je dirais c'est une boîte à outils pour faire face à des situations qui se posent dans la vraie vie. C'est toujours assez difficile d'avoir une éthique qui soit à la fois exigeante, complexe, qui prenne en compte différentes traditions de la pensée et qui en même temps soit, si ce n'est opérationnelle directement, en tout cas opérationnalisable pour l'ingénieur en pratique qui est sur le terrain là et qui se pose une question. Et donc ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de rendre des concepts éthiques issus de l'histoire de la pensée, de les rendre opérationnalisables pour l'ingénieur sur le terrain, qu'il soit étudiant ou professionnel. On avait également en fait, mis en place une enquête en ligne destinée aux ingénieurs qu'on souhaitait inclure dans l'ouvrage. Et bon, on n'a pas réussi, on n'a pas eu le temps de dépouiller le questionnaire de façon satisfaisante, donc finalement on ne l'a pas inclus, mais on avait eu plusieurs milliers de retours d'ingénieurs vraiment de tous les âges, de tous les secteurs, et ça nous avait quand même permis de nous orienter un petit peu dans la jungle des enjeux éthiques et de voir ce qui était important là concrètement, de quoi on nous parlait. Et par exemple, c'est vrai que les choix qui ont été faits en début d'ouvrage, donc de parler des 3 grands dilemmes qui se posent aux ingénieurs, donc le choix du domaine d'activité, la question de l'alerte éthique et des lanceurs d'alerte et le mensonge professionnel, c'était des choses qui revenaient par exemple dans ce questionnaire. Donc même si on ne l'a pas dépouillé de façon scientifiquement acceptable, disons, en faisant des statistiques, etc. Mais et puis c'était pas assez représentatif dans tous les cas. Ça nous a quand même permis de nous orienter voilà, sur qu'est-ce qui était important pour les ingénieurs. On pourrait dire qu'il y a une première question qui se pose à l'ingénieur en devenir ou qui vient d'avoir son diplôme, avant même la question du choix du domaine d'activité, qui est est-ce que je veux rester ingénieur ? Est-ce que je veux être ingénieur ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent dans des écoles d'ingénieurs un petit peu par hasard. Voilà, on les a croisés, c'est pas très original, mais voilà, ils étaient bons en maths, en physique, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, ils se retrouvent en école d'ingénieur, c'est quand même une partie importante des élèves qu'on retrouve en école d'ingénieur. Et de plus en plus, alors, j'ai pas de chiffres officiels à partager, mais il y a une partie non négligeable maintenant des élèves, quand on fait un suivi, dont on se rend compte qu'ils ne vont jamais actualiser leur diplôme d'ingénieur. C'est-à-dire, ils l'ont eu, ils ont fait leurs 3 ans ou leurs 5 ans, ils ne seront jamais ingénieurs. Dans certaines écoles, ça peut aller jusqu'à 10% des diplômés, donc c'est énorme. Donc il y a cette première question qui se pose, de dire en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'être ingénieur ? C'est une question qui peut être impactée effectivement par des pratiques éventuellement de bizutage, mais la plupart du temps, c'est pas. Je connais assez peu d'ingénieurs qui auraient vraiment qui auraient démissionné de l'école parce qu'ils supportaient pas le bizutage, c'est plutôt parce qu'ils envisagent ce qui va se passer après. Et là, alors moi, si j'avais peut-être un message, et notamment pour ceux qui ne liront pas l'ouvrage, un message à faire passer, c'est rendez-vous compte de votre force individuelle et collective. Vous êtes la catégorie socio-professionnelle, une des catégories socio-professionnelles les moins touchées par des enjeux de chômage, de bas salaire, de discrimination au travail, etc. Donc vous avez une vraie force individuelle et collective, et faites-en quelque chose. Rendez-vous compte de votre force et faites-en quelque chose, pas juste vous-même pour avoir plus de bien-être et des meilleures conditions de vie, mais faites-en quelque chose parce que en fait, vous pouvez vraiment faire quelque chose. Et notamment, alors, sans dire, si vous voulez, que dans l'ouvrage, on prône la désobéissance à tout va, en tout cas, ça fait partie des outils, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Et sauf que la désobéissance,
Ça vient pas comme ça tout seul, il faut s'y entraîner un petit peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça peut commencer avec le bizutage, pourquoi pas, mais à chaque fois qu'on reçoit un ordre, une directive, vraiment de se poser la question en pleine conscience, de se dire est-ce que vraiment je veux suivre cet ordre ou cette directive? Je prends un exemple qui peut paraître un petit peu anodin ou périphérique, mais sur la question du cahier des charges. C'est un exemple qu'on reprend aussi dans l'ouvrage. Un ingénieur qui se dit par exemple je voudrais que les produits que j'aide à concevoir, que je contribue à concevoir, aient un impact négatif moins important sur l'environnement. Il fait remonter le message, ça ne donne pas grand-chose. En revanche, il a un cahier des charges, il peut jouer avec ce cahier des charges. Donc ça, c'est un exemple qui est donné dans le petit bouquin assez ludique, que je vous recommande aussi d'ailleurs, Upcycle de Braungart. Et c'est l'exemple de la chaise, la Think Chair, où l'ingénieur se dit « Tiens, mais finalement, c'est les roues qui sont en acier moulé, et qui donc, en l'état, sont inrecyclables, parce qu'une fois qu'on a construit la roue, en fin de vie, on ne peut plus faire grand-chose. » Et c'est un ingénieur, tout seul comme un grand, sans que ce soit marqué dans son cahier des charges, qui va voir le fabricant des roues et qui lui dit « Mais est-ce que tu pourrais pas les faire différemment, tes roues ?» Et l'autre lui dit « Ah bah si, bien sûr, c'est juste qu'on me l'a jamais demandé. » Et comme ça, je trouve que c'est une success story quelque part, cette histoire de la chaise. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une initiative d'un ingénieur. On n'est même pas dans de la désobéissance, là. On n'est pas dans quelque chose de subversif. Et simplement, il a pris une initiative par rapport à un cahier des charges d'aller plus loin. Donc ça, je dirais, c'est déjà la première étape. C'est de se poser la question je parle d'un cahier des charges, ça peut être autre chose. Voilà. Et la deuxième étape, éventuellement, ça peut être la désobéissance. Alors, il y a un conseil qui est donné par le philosophe américain Michael Davis, qui est un des premiers philosophes à avoir vraiment travaillé de façon significative sur l'éthique de l'ingénieur aux États-Unis. Et il dit, en fait, il ne faut pas attendre que les problèmes surviennent pour commencer à réfléchir à la démarche qu'on aurait quand il y aurait un problème. Et c'est-à-dire en disant, mais si la première fois qu'on a une discussion avec des collègues, avec des supérieurs, avec des gens dans notre secteur d'activité, sur la question des lanceurs d'alerte, sur la question du mensonge professionnel, si la première fois qu'on a cette discussion, c'est parce qu'on est face à un problème grave et urgent, il y a peu de chances que ça se passe bien. Donc le premier conseil qu'il donne, enfin c'est plus qu'un conseil, c'est quelque chose qu'il a mis en œuvre dans plusieurs entreprises aux États-Unis, c'est d'entamer, d'avoir cette démarche, d'avoir ce climat de travail. Alors ça peut être par des séminaires en interne, ce que les anglo-saxons appellent les brown bag lunch par exemple, de dire bah, tiens, un vendredi par mois on amène tous un sandwich et puis on discute d'un cas qu'on a pu trouver dans l'actualité, dans la presse, pour dire bah, tiens, qu'est-ce que nous on ferait. Et donc il y a déjà ce climat, on en a déjà parlé, ce qui fait que quand il y a un collègue ou soi-même on est confronté à un cas de mensonge, on se demande si on devrait devenir lanceur d'alerte ou pas, bah, y a ce climat, on a l'habitude d'avoir cette discussion, on a le vocabulaire, on a le langage, on a les cadres éventuellement de pensée, on sait à peu près ce que le collègue machin ou la collègue bidule dirait ou penserait, donc on sait un petit peu mieux à qui en parler, et donc on est beaucoup moins démunis, individuellement et collectivement face à ces cas. Et donc ça voilà, c'est le conseil que j'ai donné tout à l'heure, c'était au niveau individuel, mais au niveau collectif, pour alors ça peut être pour des managers, ça peut être pour des responsables de ressources humaines, etc., bah, d'encourager cette discussion qui n'est pas nuisible à l'entreprise, bien au contraire, et qui peut éviter des cas dramatiques, parce que le lanceur d'alerte, c'est généralement, ça se passe pas toujours très bien, en général ça se passe pas très bien pour celui qui lance l'alerte, mais c'est pas très bon non plus pour l'entreprise et pour son image, donc tout le monde est perdant quand même dans le cas du lanceur d'alerte, donc c'est dans l'intérêt de l'entreprise, si elle le peut, de le prévenir. La conclusion qu'on propose à la fin de l'ouvrage, par exemple, les 4 C de l'ingénieur vertueux en gardien du pluralisme, qui est aussi un moyen mnémotechnique, c'est-à-dire la première vertu, c'est la curiosité, c'est-à-dire effectivement d'aller un petit peu plus loin que le cahier des charges ou l'ordre ou la directive, c'est-à-dire tiens, pourquoi on me demande de faire ça, notamment si on me demande de faire quelque chose de radicalement différent de ce qu'on me demande d'habitude, donc c'est de se poser la question et de ne pas simplement recevoir la directive. Et la deuxième vertu, c'est la compétence. Et donc, c'est de rester au-delà de ce qu'on me demande dans mon entreprise ou dans mon domaine d'activité, d'être au courant des prises de risques, d'être au courant de la législation, de faire ce travail, même si on ne me le demande pas explicitement,
d'être à l'état de l'art des connaissances dans mon secteur, au-delà des connaissances techniques, c'est-à-dire y compris les enjeux réglementaires, les enjeux de sécurité, voilà. Donc il y a ces deux premières vertus, curiosité et compétence, qui sont des vertus d'ordre cognitif. D'accord ? On n'est pas encore là. Et les deux dernières, la cohérence et le courage, là on est sur des vertus morales. C'est-à-dire la cohérence, c'est la consistance, c'est-à-dire que la capacité à changer mes croyances ou mon discours en fonction des nouvelles connaissances que j'ai acquises sur mon entreprise, sur le cadre réglementaire, etc. Et le courage, c'est d'assumer ces nouvelles croyances que j'ai obtenues en disant tiens, ce que me demande là mon manager ou mon N+1, ça n'est pas tout à fait en accord avec ce que j'ai cru comprendre des problématiques de sécurité, par exemple, et donc je vais refuser, ou je vais proposer autre chose, ou je vais... je vais avoir un certain nombre d'actions pour être consistant, et ces actions me demandent du courage. Je dirais qu'il y a deux écueils, en fait, à éviter. Il y a un premier écueil qui est de penser que l'ingénieur n'est responsable de rien, parce que finalement, il est inséré dans des systèmes économiques, politiques, techniques dont il n'est absolument pas responsable. Et il y a un deuxième écueil qui est de penser que l'ingénieur est responsable de tout. Le changement climatique, c'est sa faute. La corruption, c'est sa faute. Les gamins qui passent 18 heures devant des écrans, c'est sa faute aussi, parce que c'est lui qui a conçu les systèmes informatiques. Voilà. Et donc, je dirais que l'éthique de l'ingénieur, elle navigue entre ces deux écueils, d'accord, en disant il a une part de responsabilité, il n'est pas responsable de tout, il n'est pas responsable de rien. Donc la première chose, c'est d'arriver à distinguer, à délimiter cette part de responsabilité. Sur le premier écueil, l'idée que l'ingénieur est responsable de rien, je dirais que c'est soutenu par 4 grandes thèses ou 4 grands mouvements. Le premier, c'est la thèse de la neutralité de la technique, cette idée que la technique n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend de l'usage qu'on en fait, et donc l'ingénieur, finalement, qu'il conçoive un couteau ou des drones qui vont permettre... des drones tueurs, c'est la même responsabilité. Le couteau, on s'en sert pour couper un légume ou pour assassiner son voisin, ça n'est pas la responsabilité de l'ingénieur, et c'est la même chose pour le drone. Donc ça, c'est la thèse de la neutralité de la technique, qui est très 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 présente dans les discours sur l'absence de responsabilité de l'ingénieur, et qui a été mise à mal il y a déjà un certain temps, notamment par Kranzberg, qui a été un conseiller américain dans les années 50, et qui dit « la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre ». C'est-à-dire que le fait que la technique existe, ça change l'horizon mental de la prise de décision. Et donc ça, c'est quand même un premier point très important sur la responsabilité de l'ingénieur. La deuxième thèse, c'est celle de l'autonomie de la technique, qui est de dire, mais finalement, quelles que soient les décisions prises par les uns, par les autres, par les ingénieurs, par les responsables politiques, la technique, elle suit son truc, elle avance, il y a du progrès, qu'on le veuille ou non, et là encore, les ingénieurs n'ont pas vraiment de responsabilité. Donc ces deux thèses, on voit bien qu'elles se renvoient un petit peu dos à dos, et donc l'ingénieur n'est pas vraiment responsable. Il y a une troisième thèse qui est de dire, l'ingénieur, c'est un technicien, il est bon en maths, c'est pas un élu, c'est pas un parlementaire, c'est pas un juriste, c'est pas un entrepreneur, donc les grandes orientations socio-techniques de la société, elles sont décidées par d'autres gens que lui. Elles sont décidées par des hommes politiques, par des sphères économiques. Là encore, il n'est pas responsable. Et puis, il y a une quatrième thèse, ou un quatrième mouvement qui vise à déresponsabiliser l'ingénieur, qui est la lecture en termes de risque. À partir du moment où on lit les choses en termes de risque et donc de situation probabiliste, ça permet aussi de déresponsabiliser l'ingénieur. Et donc je crois qu'il faut arriver à adresser, il faut arriver à répondre à ces 4 thèses pour replacer la responsabilité de l'ingénieur à sa place, sans dire qu'il est responsable de tout, mais en disant qu'il a une part de responsabilité. Par exemple, sur la question du risque, donc une approche très probabiliste de ce qui se passe, quelque chose qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage, c'est de passer d'une lecture probabiliste du risque à une lecture en termes de prise de risque. Parce que la prise de risque, c'est pas probabiliste, c'est binaire. C'est est-ce qu'on a pris un risque, d'accord ? Donc par exemple, on propose une analyse on a une analyse du risque de l'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité, pour montrer que, en fait, tout ça, c'est un petit peu inventé, quoi. C'est le fait d'avoir des coefficients, d'avoir une méthodologie, de dire, alors là, si on a formé 3 jours de plus, on a moins 0,2 en risque, tout ça, c'est quand même... c'est un outil, mais c'est un outil qui porte déjà en lui les résultats qu'on veut obtenir, d'accord ? Ça n'est pas une probabilité
physique, c'est une probabilité qui est très très contrainte par des choix normatifs. Et donc on a essayé de passer de ça, par exemple, pour montrer les limites de ce modèle probabiliste, à une lecture de alors ce qu'on appelle généralement les grandes catastrophes ou les grands accidents industriels. Moi j'aime pas trop utiliser ces termes-là parce que accident ou catastrophe, dans l'imaginaire, ça renvoie à des choses dont on n'est pas responsable. Un tremblement de terre, c'est une catastrophe, on n'est pas responsable. Fukushima, c'est une catastrophe, mais on est quand même très très responsable. Voilà. Et donc voilà, on a essayé par exemple de proposer un tableau d'événements qui se sont produits, donc Fukushima, l'effondrement du pont de Gênes, la tragédie du Bangladesh aussi, voilà, en disant en termes de prise de risque, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de prise de risque, on a des prises de risque à tous les niveaux. Au moment de la conception, au niveau de la construction, au moment où on ignore les signaux faibles qui nous disent que quand même il y a des problèmes de sécurité, au moment de la gestion de crise, de la gestion post-crise, à tous ces moments-là, on a une prise de risque parce qu'on se croit plus fort et clairement parce qu'il y a un petit peu d'hubris, vous savez, voilà, on se croit plus fort que la technique, on se croit plus fort et donc on ignore ces signaux faibles. Et le fait de le lire en termes de prise de risque et non pas en termes d'analyse probabiliste du risque, là encore, ça permet de remettre la responsabilité de l'ingénieur, je crois, à sa place. Il y a deux choses. La première, c'est d'imaginer la responsabilité de l'ingénieur comme un accroissement des sphères de responsabilité. Et donc la première section s'intéresse à l'ingénieur au sein de la structure économique, au sein de l'entreprise la plupart du temps. La deuxième, c'est l'ingénieur et les enjeux socio-techniques, l'ingénieur en tant que technicien, en tant que concepteur technique. Et la troisième, c'est l'ingénieur et l'environnement, l'ingénieur et l'anthropocène. Ce mouvement comme ça d'expansion des sphères de responsabilité, il s'appuie sur des corpus de philosophie établis, notamment deux auteurs, Peter Singer, un philosophe australien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Expanding Circle, et qui part de l'idée que, alors il ne parle pas spécifiquement de l'ingénieur, il parle de l'être humain, et de dire finalement si on lit l'histoire, on peut lire l'histoire de l'humanité en tant qu'expansion morale, c'est-à-dire expansion des types d'êtres à qui j'accorde une considération morale. Et donc de dire, alors c'est pas historique, bien sûr, c'est philosophique, mais à la préhistoire, il y avait ma tribu, et puis les autres, je pouvais les zigouiller comme je voulais, ça n'était même pas dans le cadre de mon horizon moral. Il y avait ma tribu, point barre. Et puis, d'abord la famille, et puis la tribu, et puis le village, et puis il y a la naissance des États-nations, donc l'idée que je dois quelque chose, ou qu'en tout cas, il y a des gens que je n'ai jamais vus, que je ne rencontrerai jamais, et avec qui j'ai une forme de solidarité. Et puis miracle, on inclut même les femmes, et puis les enfants, et puis des gens d'autres religions, d'autres couleurs de peau, et donc il dit, on est arrivé comme ça, on a réussi à étendre l'idée que, en tout cas, tous les autres êtres humains avaient une forme d'importance morale. Alors évidemment, je n'accorde pas la même importance à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré à l'autre bout du monde qu'à mon enfant ou à mon conjoint, mais j'ai cette idée qu'ils ont droit à une considération morale. Donc ça, c'était la première chose, c'était l'idée d'étendre comme ça, et bien sûr, dans la thèse de Peter Singer, il y a l'idée que maintenant, on doit étendre, y compris aux animaux non humains, cette idée de la considérabilité morale. Et puis la deuxième référence sur cette idée comme ça d'extension, c'est Michael Walzer sur les sphères de justice, et l'idée que la sphère économique a monopolisé la question de la justice, et qu'on a tendance souvent à lire les questions de loyauté ou de responsabilité uniquement en termes de ce que je dois à mon entreprise ou de la loyauté que je dois à mon entreprise, et non pas d'autres sphères de justice, ce que je dois à la société, ma responsabilité vis-à-vis de pays qui ne sont pas les miens, le mien, etc. Donc ça, c'est un premier mouvement de l'ouvrage. Et le deuxième, et là c'était vraiment une richesse de l'écrire à quatre mains, c'est qu'on commence toujours par la question de la responsabilité individuelle de l'ingénieur, et donc les questions qui se posent à lui de façon individuelle. Est-ce que je dois être lanceur d'alerte? Est-ce que je dois participer à la conception de ce système ou pas? Ça, c'est toujours le premier chapitre de chaque section, et le deuxième chapitre de chaque section, c'est toujours la responsabilité collective de l'ingénieur en tant que corporation, en tant que métier. Et j'ajouterais que voilà, on est toutes les deux, Laure Flandrin et moi, convaincus du fait que ces deux niveaux de responsabilité sont essentiels, mais si vraiment, vraiment on devait choisir sous la torture, on n'a pas tout à fait la même sensibilité, c'est-à-dire que pour Laure, la responsabilité collective viendrait d'abord, et pour moi, je le formulerais en disant que les défaillances de la responsabilité collective ne doivent jamais être une licence pour les défaillances de la responsabilité
individuelle. Et que donc il y a cette tension qui existe entre nous, qu'on peut retrouver, je pense, à certains passages de l'ouvrage. Pour revenir à la question sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, du coup, je dirais que ça dépend énormément de est-ce qu'on parle de responsabilité individuelle ou collective. La responsabilité individuelle, forcément, à un moment, elle atteint ses limites. Et il y a d'ailleurs eu, je crois, une petite recension de notre ouvrage qui donne le titre l'éthique de l'ingénieur sera politique ou ne sera pas. C'est-à-dire que l'ingénieur peut choisir de désobéir, il peut choisir d'être curieux, il peut choisir d'interroger le cahier des charges, il peut proposer des brown bag lunch éthiques tous les vendredis dans son entreprise, il peut démissionner quand quelque chose ne lui convient pas. Tout ça, c'est formidable, mais c'est pas ça, effectivement, qui va faire changer à grande échelle la façon dont les entreprises ou les ingénieurs vivent leur travail au quotidien, d'où la nécessité aussi d'une implication politique. Alors par rapport à la question de est-ce qu'ils peuvent s'adresser à des gens, en France, assez peu. Et c'était aussi la difficulté et le défi d'écrire un livre en français pour des ingénieurs francophones dont beaucoup sont en France. Aux États-Unis, c'est très différent. Il y a des sortes de guildes, on pourrait presque dire, enfin, ce sont des associations professionnelles d'ingénieurs en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, l'association des ingénieurs électriciens, enfin Electrical Engineers, est très importante aux États-Unis. Elle propose des chartes éthiques qu'il faut s'engager à signer. On peut d'ailleurs être rayé de l'ordre des ingénieurs de la même façon qu'on peut être rayé de l'ordre des médecins ou des avocats aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Un ingénieur qui, à la fois, je ne sais pas, ne respecterait pas des enjeux de confidentialité, mentirait à tout va, etc., ne peut pas être rayé d'un ordre des ingénieurs. Ça n'existe pas. Donc, en France, il y a quelque chose qui est Alors, attendez, ça a changé de nom, le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, mais qui est très peu connu. La plupart des ingénieurs ne savent même pas que ça existe. Cette institution a proposé, a créé une charte éthique de l'ingénieur à suivre. Là encore, la plupart des ingénieurs ne savent pas que ça existe, ne savent pas qu'ils peuvent s'adresser à cette institution s'ils rencontrent un problème. Peut-être que ça va changer. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, l'ingénieur est assez seul face à ces enjeux, c'est sûr. Je crois que l'éthique, c'est parfois un domaine qui peut faire peur aux ingénieurs, parce qu'ils ont peut-être l'impression qu'on va leur parler que de problèmes qui n'auront jamais de solution. Et que ça, un ingénieur, il n'aime pas trop. L'ingénieur, il aime bien trouver des solutions à des problèmes. Et donc, ce qu'on a essayé de faire dans l'ouvrage aussi, c'était donc dans ces trois grands domaines, hein, l'ingénieur et l'entreprise, l'ingénieur et la technique, l'ingénieur et l'environnement. Dans la deuxième partie, c'est toujours de parler assez concrètement d'un mouvement de solutions, en tout cas d'un domaine qui existe, qui essaye de trouver des solutions. Donc dans la première partie, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Dans la deuxième partie, c'est la notion de démocratie technique. Et dans la troisième, c'est la transition écologique. Et à chaque fois, de proposer une lecture assez critique, effectivement, de ces domaines, mais quand même dans un objectif de résoudre un petit peu des choses et pas de faire que poser des problèmes insolubles. Voilà, donc vous pouvez lire l'ouvrage, il n'y aura pas que des problèmes et jamais de solutions. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Est-ce que vous pourriez revenir sur le pinkwashing, s'il vous plaît ? J'ai pas très bien compris. Le pinkwashing. Alors, greenwashing, vous voyez tout ce que c'est. Oui, il n'y a pas besoin d'expliquer. Eh bien, le pinkwashing, c'est qu'en fait, donc, au mois d'octobre, parce qu'on dit que c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer, sachant que tout ça, ça a été décidé par des grosses entreprises de la santé, pharmaceutiques, et qui entre autres, je ne l'invente pas, hein, ça vient d'un documentaire très très sérieux d'une réalisatrice québécoise qui s'appelle Léa Paul, donc il y a d'autres sources, c'est-à-dire qu'il y a les sources d'articles scientifiques, c'est super important, mais parfois on trouve aussi des choses très intéressantes dans des documentaires, et là c'est le cas. Et donc je ne vais pas du tout dire que je suis contre toute la dynamique préventive de pousser les femmes à faire des mammographies, tout ça, machin. Mais tout ça, c'est aussi beaucoup de fric. Et en fait, c'est des entreprises qui sont dans ce secteur-là, de la détection précoce de cancer,
qui ont mis en place toute cette stratégie de mettre un mois à l'honneur pour le cancer, et qui se traduit par des choses assez aberrantes. Et dans le documentaire, on le voit, et vous pourrez y voir par vous-même. Par exemple, KFC qui vous propose d'acheter de la bouffe de merde, hein, mais dans un truc rose, et quand vous l'achèterez, il y aura 5 centimes qui iront pour la lutte contre le cancer. Donc ça, c'est du pinkwashing, parce qu'au bout du compte, c'est du n'importe quoi économiquement entre l'argent que vous donnez pour la cause, et puis de toute façon... Et alors, par ailleurs, ce que je disais qui m'a beaucoup frappé, c'est des organisations, par exemple, de défilés de mode avec des personnes qui ont le cancer, puis on dit tout le bénéfice de l'action ira à la cause. Mais on voit la même chose pour plein d'autres causes, et dans les associations étudiantes, il y a des milliers de choses chaque année comme ça, où tous les bénéfices iront à la cause. Et il se trouve que j'ai suivi de près un groupe concerné par ça, et en fait, il y avait une action, très bien, et puis il y avait aucun bénéfice, parce qu'en fait, tout l'argent 8 000 € avait été dépensé par les étudiants pour faire un événement extraordinaire. Et puis tous leurs copains étudiants étaient venus au défilé gratuitement, parce que c'est les potes. Et en fait, qui avait payé son entrée au défilé? Les parents des amis, les enfants des femmes cancéreuses qui défilaient. Alors, il y a le truc du ruban rose qui est démarré à Bordeaux et qui va de ville en ville. Et il y a des femmes qui payent 10 balles pour courir 10 km. Et en fait, c'est une énorme arnaque, quoi. J'attends le jour où il y a un journaliste qui vient regarder ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent. Les gens avec bon cœur y vont. Et puis en fait, cet argent va en frais de structure, quoi. C'est vraiment un scandale. Et donc, c'est surfer sur là, une couleur qui est le rose et le mois de lutte contre le cancer, pour faire des choses qui sont complètement en dépit du bon sens. Et donc, le greenwashing, c'est voilà, on nous fait croire que c'est vert, et en fait, il n'y a que la couleur qui est verte. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Léa Paul, allez voir. C'est un documentaire qui date un peu, mais il y a des choses là-dessus. Donc, c'est... Et alors, je vous alerte en tant qu'étudiant, parce qu'il y a des activités étudiantes où on ne se rend pas toujours compte, quand on dit tous les bénéfices iront à, quand un événement coûte 8 000 balles, et puis qu'il y a 400 € ou 300 € qui vont comme bénéfice, on se dit, c'est vraiment la cause qui était importante pour nous ou pas, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. Est-ce que vous pouvez revenir, donc la question s'adresse plutôt à Christelle, sur la différence entre éthique et déontologie, et peut-être que ça pourra nous permettre aussi d'avoir un cadre un peu plus précis de ce que vous entendiez par éthique, parce que c'est resté, je pense, assez flou. Oui, alors j'ai fait le choix de ne pas définir le mot éthique, parce que ça pourrait prendre des heures, et puis souvent on me dit éthique, morale et tout, donc ça. Mais en revanche, éthique, déontologie, ça j'accepte. Éthique, morale, je veux plus, je dis bon, on voit un peu de quoi on parle. La déontologie, alors quand on est dans vraiment les termes juridiques en France et de France, on a le droit de parler de déontologie que quand il y a un ordre professionnel et que le code, en fait, c'est un décret de loi. Mais ça, c'est la définition vraiment stricte chez les juristes. Donc la déontologie, c'est un texte, c'est une loi professionnelle qu'un ordre professionnel donne pour ses membres. Et ce que disait Fanny tout à l'heure, qui n'était pas correct, je suis désolée de la critiquer, c'est qu'aux États-Unis, l'Association des électriciens et électroniciens, IEEE, a un code de déontologie, mais avec le mot déontologie à l'américaine, Code of Ethics, et on ne peut pas vraiment être radié, on peut être radié que quand vraiment il y a un cadre légal. Donc la déontologie, il y a, quand on est dans la définition la plus stricte, cette dimension légale, avec un texte, des transgressions, et il peut y avoir un débat d'interprétation comme pour la loi, mais vous voyez, c'est pas juste, on se dit que c'est ça qu'on devrait faire. Alors, on peut avoir une définition de la déontologie qui est un peu moins juridique, mais on restera dans cet esprit-là. Par exemple, l'Association nationale des assistants de services sociaux ont un code de déontologie qu'ils appellent code de déontologie depuis les années 50 et qui a vraiment une force symbolique pour les gens qui sont assistants de services sociaux. C'est-à-dire que pour cette profession, donc on va en parler en cours, on va se poser des questions de situation. Tiens, dans cette situation, comment ça résonne par rapport à tel article et tout. Donc on ne va pas apprendre à l'appliquer, mais on va apprendre à réfléchir. Et il a une force symbolique qui fait que même si ce n'est pas un décret de loi, ce n'est pas du n'importe quoi pour la profession. Le code de déontologie français qui a changé de nom en 2001, donc le premier texte, ça s'appelait Code de déontologie en 1996 par ce qui s'appelait à l'époque le CNISF, devenu IESF. Ils ont changé le contenu et le nom en 2001, ça s'appelle Charte d'éthique, en plus c'est une charte d'éthique de l'ingénieur. C'est un texte
Voilà, écrit par des ingénieurs pour des ingénieurs, mais qui non seulement n'a pas force de loi, comme le code de déontologie des médecins, qui est un décret de loi, mais il n'a pas non plus une force symbolique dans la profession, au point d'être un incontournable des formations et un document qui sera discuté par des praticiens réflexifs. Donc la déontologie, on est dans l'ordre plus du droit que quand on parle de l'éthique ou de la morale. J'ai envie de dire éthique, morale. Aux États-Unis, c'est pas compliqué, ils ont que le mot ethics, aussi bien pour déontologie que éthique et que morale. Donc en gros, on n'a qu'à se dire, moi je trouve c'est pratique quand même d'avoir déontologie à part, parce que j'ai mis des plombs, des années à me rendre compte que quand mes collègues ils parlaient de engineering ethics, parfois ils parlaient de déontologie des ingénieurs, donc déontologie de l'ingénieur ou des ingénieurs, mais chacun des individus, et parfois ils me parlaient d'éthique de l'ingénierie. Donc engineering ethics, ça peut être déontologie de l'ingénieur, éthique individuelle comme disait Fanny Verhax, ou éthique, questionnement éthique de l'ingénierie, comme on pourrait parler d'éthique médicale ou de déontologie du médecin. Et moi, j'ai mis du temps parce qu'ils disaient toujours engineering ethics pour dire l'un ou l'autre. Et c'est les Québécois qui m'ont aidé, puisqu'ils sont francophones et en même temps américains. Mais parce qu'en même temps, ils étaient beaucoup plus présents sur ces débats-là. Mais qu'en même temps, mais jamais un Québécois se trompera quand il parle de déontologie. Quand il y a ethics en américain, ils seront toujours, et ils ne se tromperont pas, ils diront toujours, ça c'est déontologie, et ils mettront jamais, finalement, le mot code d'éthique. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un Québécois qui va l'utiliser, mais dans la recherche, code d'éthique, ça ne devrait pas exister, puisqu'on peut codifier la déontologie, mais on ne peut pas codifier l'éthique. Mais donc, c'est une mauvaise traduction de l'américain qui nous est arrivée en masse. Donc, on a des chartes d'éthique, des codes d'éthique. On devrait avoir des codes de déontologie qui sont parfois à valeur légale, parfois quasi légale, soft law, je ne sais pas quoi. Mais l'éthique, il n'y a pas moyen, normalement, de la codifier. Mais bon, c'est difficile de faire quand un mot s'impose comme ça dans le vocabulaire. Je vais rajouter un tout petit élément sur l'ordre. Parce que la question de l'ordre en France, elle s'est posée encore très récemment, il y a 5-6 ans, les IESF s'étaient dit que de nouveau, ils allaient revendiquer un ordre des ingénieurs. En fait, il y a un travail d'Odile Henry qui montre assez bien pourquoi en France, la question de l'ordre s'est posée dans les années 30 et puis après, elle est tombée un peu en désuétude. En France, ce serait très difficile de faire un ordre parce qu'en fait, la profession d'ingénieur, elle existe sans exister. C'est-à-dire que là... Tout à l'heure, quand on parlait, on disait souvent l'ingénieur, on ne disait jamais les ingénieurs. Or, en France, c'est vraiment les ingénieurs. C'est-à-dire qu'ingénieur, en France, c'est un diplôme. Ce n'est pas des pratiques professionnelles communes, ce n'est pas des domaines d'action communs, ce n'est même pas réellement un statut social commun. Et donc, faire un ordre à partir de gens qui, en fait, ne font pas du tout la même chose, ça n'a pas beaucoup de sens. Et là, pour le coup, c'est une vraie particularité française aussi, c'est d'avoir constitué un groupe professionnel exclusivement à partir d'un diplôme qui ne donne pas réellement accès à une seule profession, mais qui donne accès à un éventail de pratiques professionnelles très diverses. Donc pour une partie des ingénieurs, ça n'aurait absolument aucun sens d'être dans un ordre, puisque finalement, l'ordre ne régulerait pas leurs activités quotidiennes. Et ça explique aussi en partie notre spécificité. Alors ça n'explique pas pourquoi, pas totalement pourquoi il n'y a pas de code de déontologie, pourquoi ces questions-là n'ont pas émergé, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête quand on parle de ces questions-là, même quand on parle de l'ingénieur citoyen au singulier, parce qu'en réalité... Qu'est-ce qu'on prend comme dénominateur commun? Est-ce que c'est le diplôme d'ingénieur qu'on prend comme seul dénominateur commun? Et du coup, l'ingénieur citoyen, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Ou est-ce que c'est la pratique d'ingénieur? Ou est-ce que c'est la fonction d'ingénieur? Et là, on n'a plus les gens qui sont diplômés, parce qu'en réalité, en France, il y a une grande partie des gens qui font fonction d'ingénieur, qui n'ont pas le diplôme d'ingénieur. Donc, former l'ingénieur citoyen, ça ne veut pas dire transformer les formations d'ingénieurs, mais ça veut dire transformer aussi l'université. Enfin, là, il y a une vraie question sur la manière française d'utiliser le terme d'ingénieur qui est finalement assez peu posée et qui pourtant mérite vraiment de l'être. C'est-à-dire qu'on a quand même une vision de l'ingénieur qui est assez spécifique, qui repose quasi exclusivement sur un diplôme. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur ce qu'a dit Antoine. On est d'accord sur beaucoup de choses, puis de temps en temps, il y a des petits désaccords. C'est pas tant que c'est un désaccord, mais je voudrais pas que ce qu'il a dit, qui était très juste, induise quelque chose contre lequel je lutte, qui est que très souvent les étudiants en école d'ingénieur ou des amis qui sont ingénieurs diplômés me disent non, en fait, on n'est pas vraiment ingénieur, puis ingénieur, tu comprends, on fait tellement de trucs et tout machin,
on peut faire autre chose. Et moi, je m'inscris contre ça parce que il y a forcément des gens, alors Antoine dit, il y a ceux qui font fonction, il y a forcément des gens dans cette société qui correspondent à la définition qu'ont par exemple les Québécois quand quelqu'un dit moi je bosse dans le génie. On n'utilise pas ça en français d'être dans l'ingénierie ici, alors on dit ingénierie pédagogique quelquefois, mais il y a des gens qui sont médecins, voilà, alors évidemment le diplôme et la fonction sont plus corrélés que pour ingénieurs, mais il y a quand même beaucoup d'ingénieurs diplômés qui font un travail d'ingénieur. D'ailleurs tout à l'heure Antoine parlait de ces nombreux cadres qui n'en cadre pas dans une enquête, c'était 2012, les ingénieurs qui avaient répondu à l'enquête d'IESF, alors avec, on en parle régulièrement, des chiffres à prendre avec prudence, mais il y avait quand même 66% de ces répondants, donc ingénieurs diplômés, qui ont bien voulu répondre à cette question d'une association qui est censée les représenter, donc ça élimine tous ceux qui sont devenus maraîchers bio, quoi. Ingénieurs diplômés qui pensent que ça vaut la peine de répondre à cette enquête, il y en avait 66% qui disaient encadrer 0 personne dans leur boulot. Donc des cadres qui n'encadrent pas. Donc tous ces gens-là, qui sont des cadres scientifiques et techniques dans des grosses entreprises, souvent multinationales à dimension industrielle, c'est quand même en grande partie des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs. Je sais qu'il y en a qui arrivent par ailleurs, mais trop souvent, à force de séparer, même si je sais que c'est juste aussi de séparer qu'il y a le diplôme et la fonction, on parlerait à des étudiants en école d'ingénieur en disant « Oui, non, mais on sait, aucun d'entre vous va être ingénieur. » Et dans ces cas-là, à quel moment on va parler d'éthique de l'ingénieur en disant « Il faut poser des questions à l'ingénieur en tant que professionnel, au groupe professionnel et à l'ingénierie en tant qu'une activité qui est singulière. » Mais alors, j'ai essayé de définir par ailleurs, quoi. Qu'est-ce que c'est travailler dans l'ingénierie, mais en termes, je dirais, comme les Québécois, quoi, contribuer à ça. Parce que sinon, c'est tellement invisible. C'est comme s'il n'y avait personne au bout du compte qui était derrière qui était dans le cockpit, puisque tous les ingénieurs diplômés sont autre chose, ils font l'assurance, de la banque, des finances, des machins. Je dis, mais même ceux qui vont dans les banques, beaucoup, ils font de l'informatique dans les banques, c'est du boulot d'ingénieur. Non, mais c'est pas vraiment ingénieur. Ou j'ai un ami qui a un bon poste chez PSA, il me dit, non, mais je suis pas ingénieur, je gère des équipes. Je dis, mais tu fabriques des bagnoles quand même. Je veux bien, tu vas dans la rue, tu expliques à quoi sert, qu'est-ce qui sort du boulot de l'entreprise dans laquelle tu es, les gens ils disent « Ah, vous êtes ingénieur ». Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne veulent pas reconnaître qu'ils sont ingénieurs. Donc, à force de dire « Il y a le diplôme, il y a la fonction », on en a beaucoup qui, malgré tout, ont et le diplôme et la fonction, qui disent « Non, mais en fait, ça ne me concerne pas, les questions ». Dans un premier temps, vous avez parlé du fait que dans une entreprise, il y a à la fois des ingénieurs et des gens qui ne sont pas ingénieurs, mais qui occupent des fonctions identiques. Et du coup, sur le fait que si on cherche à avoir une éthique et une déontologie pour l'ingénieur, derrière, si la déontologie de l'entreprise n'est pas orientée selon les mêmes critères, il peut y avoir peut-être un conflit entre la déontologie de l'entreprise et la déontologie de l'ingénieur, et que l'intérêt de la déontologie dans l'ingénierie, ça peut permettre de conditionner après la déontologie de l'entreprise. Mais moi, l'impression que j'ai, c'est que au final, même si on a une déontologie de l'ingénieur en tant que tel, ça peut aider pour changer la déontologie d'entreprise, mais la déontologie d'entreprise actuelle fait que on n'est pas, on peut pas. Le but, c'est de créer de l'argent pour une entreprise, mais en général, après, selon certains critères et avec certains buts autres, qui peuvent être sociaux, environnementaux, etc. Mais du coup, le problème, ce serait pas aussi la déontologie des entreprises en général qui fait qu'on peut pas changer cette déontologie. Enfin, il y a une espèce d'un jeu de ping-pong entre les deux, entre l'intérêt qu'a l'entreprise, l'intérêt qu'a l'ingénieur et comment il s'inscrit là-dedans, quoi. Alors, déjà, j'éviterai le mot déontologie pour l'entreprise. Mais parce que le jour où il y aura une déontologie d'une entreprise, et si on se dit c'est un peu une loi, la loi de l'entreprise, une telle, donc peut-être les valeurs, les intérêts, les règles du jeu, quoi. Mais je comprends tout à fait ce que vous dites. Alors, moi, je pense que il y a plusieurs de mes collègues américains qui sont dans un pays où c'est normal qu'il y ait des codes de déontologie, où ils n'ont pas de valeur légale, mais plutôt une valeur symbolique, peut-être un peu comme je le disais pour les assistants sociaux en France, quoi, où c'est connu, c'est discuté en cours. Il y a pas mal de mes collègues qui disent, en fait, en soi, ça n'a pas une grande utilité, dans la mesure où une fois qu'on est dans le boulot, on ne va pas regarder si c'est comme ça. Mais c'est un peu court de dire ça, puisque, comme le disait tout à l'heure Fanny, d'une certaine façon, et c'est le propos de Michael Davis qu'elle citait, qui est un de mes ennemis intellectuels. Non, mais on est en désaccord sur beaucoup de choses, mais j'aime bien débattre avec lui depuis des années. Mais elle le citait, et elle a le droit, il est souvent cité. Et donc,
parfois il dit des choses que je reprends, qui est que si on s'entraîne comme ça, quand on est à l'école, à faire comme si on avait le temps, face à des situations fictives ou des situations passées, on dit tiens, dans le code, ils disent quoi, ça m'aide pas. On s'habitue à des réflexes de pensée qui, peut-être, une fois dans la situation, peuvent s'activer, alors que si on ne s'est même jamais entraîné à se poser la question, donc la déontologie peut avoir au service de un peu muscler cette partie en nous qui est de dire il y a un problème, il n'y a pas de problème, qu'est-ce qu'on peut en penser, où sont les enjeux bon. Donc ça peut avoir un intérêt formateur, ça peut-être pas d'intérêt direct comme ça, mais ce qui m'a frappé, alors c'est vraiment dans le contexte américain, il y a eu un moment très très fort dans l'association qu'elle citait, IEEE, l'association des électroniciens, ils avaient un très joli code dans les années 70, ils étaient très fiers de ça, ils disaient que vraiment ils travaillaient pour le bien, la sécurité des personnes, l'hygiène, ça machin. Et puis alors il y a eu trois membres de leur association, parce qu'aux États-Unis, en gros, quand on sort d'une formation d'ingénieur, on assume qu'on est spécialisé. Nous, ici, plus on est généraliste, mieux c'est. Donc, non, je suis ingénieur généraliste. Quelquefois généraliste de l'agriculture, quelquefois généraliste de l'électronique. J'ai déjà entendu généraliste du papier. Bon. Mais donc, voilà, s'ils sont ingénieurs en électronique, ils sont ingénieurs en électronique. Et après, ils s'inscrivent dans l'association professionnelle de leur branche de métier d'électronique. Et donc, dans cette association-là, il y avait 3 qui étaient membres de cette association-là, qui bossaient dans la même entreprise. Ils n'étaient pas potes. Mais il s'est passé qu'il y a tous les 3, pour des raisons différentes, et vous irez lire l'histoire sur Internet si ça vous intéresse, dans mes écrits. C'est le cas BART, B-A-R-T, où ils se sont rendus compte que les freins du métro automatique de San Francisco, le sous-traitant faisait mal le boulot, et puis il y en a un qui se dit « tiens, quand même, c'est bizarre, bref. Ils ne sont pas des gens qui ont, comment dire, le charisme, c'est même pas le courage, mais ils ne se sentent pas d'aller appeler la presse, tout ça, ils en parlent à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, n'ayant pas eu gain de cause, finalement, ils se retrouvent fichus à la porte, alors qu'ils ont fait ce qui est dans le code. Et donc, il y a des gens de l'association qui ont dit, quand même, là, les 3 gars, ils sont membres, ils payent leurs cotises, nous, c'est marqué quand il y a vraiment un intérêt supérieur des usagers, c'est normal parce qu'ils étaient allés voir un membre du conseil d'administration qui lui-même a dévoilé dans un journal, alors qu'eux avaient dit nous, on ne veut pas faire de barouf, on veut pas. Donc, l'association a dit ben voilà, nous, on va se porter en justice en tant qu'association pour faire valoir que ces gens ont obéi à un texte qui n'est pas légal, mais qui est important en tant que membre d'eux. Alors, on n'a pas l'équivalent en France, mais à un moment, on peut se dire les textes, quelquefois on dit oui, les textes de l'ONU, les signatures, ça ne sert à rien, mais il faut voir où ça sert vraiment. Et ça va dépendre des cultures, des pays. Mais à un moment, un code de déontologie peut être aussi un document dont s'empare une organisation des professionnels et où dans un conflit avec un supérieur hiérarchie, là en l'occurrence, voilà, dans ce procès, c'était mis en œuvre. Alors ils n'ont pas tout de suite retrouvé du boulot, mais ils ont été les premiers récipiendaires du prix qui s'appelle le prix Karl Barus, qui est un prix donné par cette association professionnelle qui, presque tous les ans, est décerné à quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme et qui souvent a perdu son boulot. Et c'est bon pour le moral déjà, je veux dire, par rapport à... Et puis, il y en a, ils ont retrouvé du boulot, quoi. Oui, à un moment, il faut voir à quoi servent les choses. Et donc, les codes de déontologie de la profession, par rapport au fonctionnement des entreprises, peuvent, selon les contextes, selon les lieux, servir. Moi, je pense que... Bon, tout ça, ça dépend. Après, il faut fonctionner avec la culture de notre pays. Nous, on a une culture avec aussi des règlements intérieurs. On a les syndicats, des comités d'entreprise. Ils n'ont pas ça aux États-Unis. Donc, quelquefois aussi, il y a des lieux où se discutent les rapports entre ce qu'on veut entre salariés et ce qui se passe au niveau de la direction qui sont autres. Et donc, par exemple, sur est-ce que notre entreprise, elle devrait changer de fournisseur, ceci, cela, le lieu, il faut repérer où est le lieu où la marge de liberté existe, et ça va dépendre des pays. Après qu'on ait consolidé notre position par rapport à un débat entre professionnels sur c'est quoi notre déontologie, c'est des outils. Tout ça, c'est des outils. On peut trouver des outils dans des syndicats, on peut les trouver dans une association professionnelle, dans une association militante. Et ces outils permettent, dans un conflit, de pas être juste... Moi, je pense que c'est autrement, mais tiens, on a écrit une motion, on a un texte, bon, voilà, c'est un petit peu ce que je peux dire par rapport à ça. Tout à l'heure, il y a aussi, quand elle citait Michael Davis, elle disait, oui, il faut une ambiance. Il faudrait une ambiance qui permette de soulever ces débats dans les entreprises.
Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai lu dans le train en venant de Lille ce matin un article qui m'avait échappé. Quelquefois, il y a des collègues qui écrivent des choses superbes et puis il nous échappe. Et il s'appelle Michel Villette et en fait, il parle de l'école qui est ici même. Et alors, ça m'a frappé, vous allez voir le lien avec ce que dit Fanny Vérax, c'est que cet article, il porte sur 15 années de pratique de débriefing après des stages. 3 mois de stage, débriefing avec des étudiants en vue de faire un petit PowerPoint devant les entreprises. Et puis, il repère que, en fait, le moment où il y a eu des discussions éthiques, ça a toujours été dans le moment de préparation. Alors, je vous la fais courte, mais parce qu'en gros, les étudiants, ils savaient que ça resterait entre eux, avec leurs profs, des choses qui les avaient choqués dans leur stage, et puis qu'après, tout ça, pouf, c'est mis sous cloche, et que quand il y a le PowerPoint et la présentation aux entreprises, on n'est que sur les aspects techniques, et tout ce qui a pu un peu déranger moralement est justement étouffé. Et il pointe la responsabilité finalement, avant d'être en entreprise, la responsabilité de l'école qui est au lieu d'essayer de donner de l'espace pendant 10 ans ou 15 ans d'affilée, il parle de 1200 cas d'étudiants, et il en cite juste quelques-uns un peu pris au hasard. Mon stage a consisté à modifier la recette d'une saucisse de volaille premier prix pour augmenter sa teneur en eau. L'objectif était de réduire les coûts, mais bon, c'est pas très, vous voyez quoi, avec un petit rire. Et donc, il raconte que voilà, année après année, je ne regrette rien, mais mon stage était pourtant assez particulier. J'ai contribué à supprimer un emploi. J'ai montré qu'un test était rapide et sûr et économique, mais ils n'en veulent pas. On savait que les résultats n'étaient vraiment pas valides scientifiquement, mais le client n'est satisfait, il n'y a rien à dire. Donc ça, chaque année, en débriefing de stage, des choses comme ça a été dites dans ce moment un petit peu huis clos. Et puis après, et c'est ce qu'il dit dans cet article, après tout ça disparaît. Et là, avant d'avoir une entreprise où on se dit ça, on peut en parler quelque part, il faudrait que déjà dans les écoles, on n'apprenne pas à ne pas en parler. Donc quand vous vous intéressez à transformer les formations, c'est aussi que les signaux faibles de chocs moraux qu'on a quand on est jeune et que quelquefois, après 1 an, 2 ans en entreprise, on se rend malheureusement même plus compte, c'est qu'il faut saisir les moments de premiers chocs moraux pour en faire quelque chose, quitte à se dire, bah là je suis un peu bête, j'ai pas compris que. On a le droit d'être choqué parce qu'on n'a pas compris. Mais parfois, quand on est choqué, et là, tous ces cas-là sont... voilà, il n'y avait pas assez de techniciens pour faire tourner le labo. Il fallait en permanence 2 ou 3 stagiaires. Sinon, il aurait été impossible de faire toutes les analyses de routine. Donc, c'est le cas de l'université qui ne tournerait pas sans les stagiaires et les gens sous-payés. Voilà. Donc, cet article, Michel Villette, il est dans Éducation et Société. Il est sorti en 2018. Il m'a échappé. Et vraiment, je vous invite à aller avoir la curiosité de le regarder. Ça pourrait vous parler. Donc, une ambiance en entreprise qui permet la controverse, mais un entraînement dès l'école à donner place à la controverse. Et pour rajouter un tout petit élément sur ce que vient de dire Christelle, je pense qu'il y a aussi une question qui est assez peu traitée finalement en école, qui est la vision de l'entreprise que donnent les écoles est finalement relativement uniforme. Et notamment parce que les orientations futures ou postulés futurs des ingénieurs sont relativement uniformes. Quand on compare, moi j'avais fait il y a quelques années une étude sur les professions scientifiques et techniques. Donc pas les personnes qui étaient exclusivement diplômées d'une école d'ingénieur, mais les gens qui occupaient des fonctions d'experts scientifiques et techniques en France. Et quand on comparait à niveau de diplôme égal, c'est-à-dire à Bac+5, les gens qui sortaient d'une école d'ingénieur et ceux qui sortaient de l'université, on retrouvait 30% de la population des gens qui sortaient d'une université qui était par exemple dans des PME, alors que dans les écoles d'ingénieurs, ils étaient à peine 10%. Et que c'était en plus pas les mêmes PME, c'était des PME beaucoup plus, on va dire, high-tech pour les diplômés d'écoles d'ingénieurs, alors que c'était beaucoup plus des PME de production pour les diplômés d'université. Et ça, c'est pas entre guillemets juste un constat à faire, c'est aussi le résultat d'une vision de l'entreprise qui est transmise par les écoles. On avait fait avec une collègue des observations de cours de droit à l'École centrale de Paris, où la vision de l'entreprise, elle était assez uniforme, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas que l'entreprise puisse être une petite entreprise. Elle était forcément grande puisque c'était une entreprise pour ingénieurs, ça allait de soi. Et par ailleurs, on n'imaginait pas qu'une entreprise dans laquelle il y avait des ingénieurs ne soit pas une entreprise qui soit vainqueur, entre guillemets, c'est-à-dire qui rachète d'autres entreprises. Voilà. Donc ça donne aussi une vision du monde économique qui est en fait assez partielle, c'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'éthique et de la déontologie personnelle, individuelle, collective, il y a aussi, d'une manière générale, une réflexion à avoir sur
les écoles de commerce et d'ingénieurs depuis les années 60-70, ce qui n'était pas du tout le cas avant, ont énormément mis en avant le discours de nous on est plus proche de l'entreprise que les universités, ce qui était un moyen de se relégitimer à un moment où les pouvoirs politiques successifs avaient des velléités de supprimer les écoles supérieures. Et ce discours-là, en réalité, c'est pas plus proche de l'entreprise, c'est plus proche d'une manière de penser l'entreprise, d'une manière de faire l'entreprise. Et ça, c'est important aussi à questionner, c'est-à-dire que on peut très bien parler de formes d'entreprises différentes. Au-delà de la question de domaine d'activité qui ne soit pas, on va dire, proprement technique, il y a aussi des entreprises qui, proprement techniques, ne sont pas tout à fait les mêmes entreprises. Je pense que vous êtes à ISF, donc vous en avez entendu parler, mais je ne pense pas, par exemple, quand on aborde en cours de droit des affaires, ce qui existe dans un certain nombre d'écoles, qu'on aborde les statuts des entreprises, que la SCOP, ce soit le statut qu'on aborde le plus longuement, clairement. Pour autant, c'est une forme d'entreprise aussi. Alors, je ne m'en fais pas forcément le défenseur, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il y a aussi une manière de penser le rapport à l'entreprise. C'est quelque part, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, quoi. Donc, il y a aussi cette réflexion-là à avoir dans la formation et dans la transformation des formations sur quel est le type de monde économique auquel on est en train de nous faire croire, quoi.